Le moment où je sors des stands avec la F1 et où je me dis putain mais je suis en train de rouler la voiture de Kimi Räikkönen et là d'un coup le V8 reprend le dessus sur un Shifumi avec Esteban Ocon, Lewis Hamilton, s'ils perdent ça va les énerver profondément. Donc là bam les larmes tombent dans le casque au moment où je vois que je suis premier, je crie comme un malade, je me suis pété les cordes vocales je pense à ce moment-là. Je dis Lucas il a envie de faire un Grand Prix avec 20 youtubeurs, streamers de Formule 1 ou Formule 2. Je vois dans son regard le gars et je me dis merde. Putain, il va aller au bout ce con. Il est déter. Le gars est tellement déter que le gars va faire bouger les lignes. Mais du coup, je gagne pas. Parce que de la manière fait pas toujours gagner. Salut Pierre-Olivier. Salut mon cher Yann, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. De même. Enfin, même si en fait on est chez toi quasi. Hein. On est au bureau. Ouais, tu passes tout ton temps ici. C'est ça, à peu près, ouais, à peu près. Bon, pas dans les canapés du coup parce que je bosse. Il y a quand même un bureau juste à côté, quoi. Mais ouais, c'est là où je passe 15 heures par jour, peut-être un truc comme ça, je pense. 15 heures par jour. Bah, j'arrive à 7h45 si je me démerde bien et je peux partir vers 20h. Non, peut-être pas 15h, j'abuse. Je suis en train de dire les 35 heures, je les fais en 2 jours, mais pas du tout. Mais ouais, tu charbonnes un peu quand même. Je charbonne, ouais. Tu sais, c'est un format qui est vidéo, mais aussi audio. T'as donné quelques petits indices sur qui tu étais, mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? En 2 mots, putain, faut choisir 2 mots. Ouais. YouTubeur, Formule 1. Voilà, c'est parfait. C'est un vrai résumé. Mais ouais, bah écoute, alors pour résumer un petit peu plus, donc je m'appelle Pierre-Olivier. Je fais des vidéos sur YouTube pour expliquer la Formule 1, pour la vulgariser, parce que ça reste un sport complexe comme plein d'autres sports. Il y a quand même pas mal de techniques avec les voitures, il y a pas mal de choses aussi à comprendre sur les batailles en piste, sur comment fonctionne le sport, parce que mine de rien, il y a 11 équipes. Une instance dirigeante qui est la Formula One Management, plus une instance, on va dire, qui régule le sport qui est la FIA. Il n'y a pas que la Formule 1, il y a aussi le sport auto en règle générale, donc j'essaie de m'y intéresser un petit peu plus là-dessus de ce côté-là aussi. Mais voilà, globalement, ouais, je fais des vidéos sur le sport que j'adore, donc on peut pas dire que j'ai une mauvaise vie, quoi. Donc t'es connu sous le nom de Despiello. C'est ça. D'ailleurs, avant de repartir un peu en arrière et comprendre ton parcours, pourquoi Despiello? C'est venu comment? Alors, en fait, c'est assez marrant, mais c'est un cousin qui... en fait, je m'appelle Pierre-Olivier, tout le monde m'appelle Pierrot, du coup. Et en fait, c'est un cousin, à un moment donné, c'était Pierrot, Piello, Despiello, un truc comme ça. Et je sais pas, à un moment donné, c'est devenu Despiello. Et c'était au moment où je cherchais, en fait, comment ça s'appelle, un hat pour la PS3, je crois, quand elle est sortie. Parce qu'il fallait s'inscrire, rentrer un pseudo, etc. Et j'avais jamais fait ça. Et donc j'ai cherché, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre Despiello. Ça veut pas dire grand chose, mais moi ça me parlera. Et du coup, voilà. Donc tout le monde me pose la question, mais ouais, c'est à peu près, c'est une espèce de contraction bizarre de Pierrot, quoi. C'est marrant parce que ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec Kikaninak. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est un youtubeur moto. Ok. Et à la pareil, moto, j'y connais rien, donc du coup, c'est un peu normal que tu compliqué. connaisses pas du coup. Mais c'est pareil, il a choisi son nom par rapport à un pseudo, je crois, de Xbox. Ok. Donc c'est exactement la même histoire. Bah voilà, tout simplement. On est la génération jeux vidéo, quoi. Ouais, clairement. Si on fait un petit peu un flashback et qu'on revient un petit peu au petit Pierrot, Ouais. vraiment tout petit, c'est quoi un peu tes premiers souvenirs liés à l'auto? Parce que je crois que tu viens d'une famille qui en a absolument rien à faire de l'auto. Ouais, globalement, ouais, j'ai pas une famille. Ce qui est assez fou, c'est que mon père vient de la Nièvre, vient de Nevers, là où il y a eu le Grand Prix de Formule 1 depuis des années. Manicourt. À Manicourt. Donc terre quand même un peu sport auto, mine de rien. Il a travaillé dans une compagnie pétrolière et en fait au final bah non, il connaît absolument rien au sport auto. J'ai quand même un parrain qui est très passionné de l'automobile en particulier et du sport auto aussi. Je sais pas si c'est venu par lui, mais je pense que j'arrive un petit peu à me revoir dans les fins des années 90 où je me retrouve devant une télé, avoir une voiture grise et une voiture rouge un peu en bataille, faire un son un peu bizarre, un peu envoûtant et voir mon grand-père arriver me dire ah oui, la grise elle marche bien, etc. Et j'étais ah ouais de ouf. Et je pense vraiment de mémoire, faudrait que j'aille regarder, mais je pense que de mémoire la première fois que j'ai vu un Grand Prix, je pense à la télé, ça devait être Hongrie 98 peut-être. Donc t'es de 92, donc je suis t'avais 6 ans. 92, donc j'avais 6 ans. Mais même avant ça, quoi qu'il arrive, en fait dans notre famille, on est très transport entre guillemets. Je suis arrière petit-fils de cheminot, je crois. Donc en fait la toute première base, au final, je voulais être conducteur de TGV. L'automobile m'intéresse pas spécialement, mais comme tous les petits garçons entre guillemets.
Bon, moi, ça a fini un petit peu par m'intéresser, mais à la base, je voulais être conducteur de TGV. Je trouvais ça incroyable. Pourquoi le TGV? Parce que tu transportes beaucoup de gens à très haute vitesse Ouais, c'est 300 km/h, c'est des belles machines, mine de rien. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui moi, me détend, m'apaise sur le TGV, quoi. Je sais pas pourquoi. Je me souviens que quand j'étais petit, mes parents m'avaient acheté une cassette où t'étais en on-board dans l'Eurostar et t'avais 2 heures de trajet et tu voyais tout ce que le gars faisait et je trouvais ça incroyable. Donc je me retrouvais devant la télé à regarder la cassette où tu vois tout simplement un conducteur de TGV. En fait, ce qui est fou, c'est que t'as juste à accélérer ou freiner, mais il faut accélérer et freiner au bon moment. Il y a plein d'autres choses à regarder pour pas avoir d'accident parce que t'arrêtes pas un TGV comme t'arrêtes une F1. Ça freine pas sur les mêmes distances. Mais je trouvais ça trop fou, quoi. Je trouvais ça incroyable. Et comment tu dirais, tu fais la transition où tu t'intéresses vraiment au sport auto et à l'auto? C'est dans ces mêmes âges? Peut-être ouais, à peu près dans ces mêmes âges, peut-être un chouïa plus tard. Ça, je pense que ça vient aussi avec ma première console, avec la PlayStation, où mon père m'a acheté un jeu de plateforme, ça devait être Crocs ou un truc comme ça, et un jeu de voiture parce que bon, un jeu de plateforme c'est sympa, mais c'est un peu relou. Et jeu de voiture qui était Destruction Derby 2, et en fait, ouais, incroyable parce que il me disait ouais, il faut que tu joues 2 heures au jeu de plateforme pour pouvoir jouer, je sais pas, 1 heure ou une demi-heure au jeu de voiture. Et ouais, j'étais là, ça me fait suer, donc j'essayais de frauder, de jouer. Ouais, j'ai joué au jeu de plateforme et tout. Et donc du coup, ouais, je me retrouve avec Destruction Derby 2, qui est le premier jeu de voiture auquel j'ai joué, et c'est là-dessus que ça a avancé. Donc plus un petit peu les grands prix de Formule 1 une fois de temps en temps, quand t'es un peu gamin, un dimanche après-midi, tu tombes dessus. Et t'es là, il se passe des trucs, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ton père aussi part en Libye, toute la famille suit du coup, parce qu'il est, c'est un expatrié. On est expatrié, ouais, absolument. En fait, on part pour 3 ans à Tripoli en Libye. Et en fait, on arrive là-bas, donc grande maison, dans un village d'expatriés, parce qu'à l'époque, on était sous le régime de Kadhafi. C'était pas encore aussi chaud que ça l'est aujourd'hui, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui dormait un petit peu. Et même quand on est gamin, on peut ressentir un petit peu ça, que fallait pas prononcer le nom de Kadhafi en public. Tout le monde était là en mode non, si tu prononces ça, il t'écoute, machin. Enfin, un peu tendu, quoi. Comment tu le vivais ça, genre, parce que quand t'es tout gamin, tu comprends pas forcément les enjeux. Non, ouais. Comment tu le vivais? Tu fais confiance aux grandes personnes au final. Tu te dis ok, s'il faut pas le dire, faut pas le dire. Il doit y avoir une raison. Faut pas vexer la personne. Enfin, en fait, t'as des émotions et des sentiments qui sont extrêmement basiques au final, d'une certaine manière, et où tu cherches pas spécialement à comprendre le pourquoi du comment, mais on te dit de faire un truc et tu le fais, quoi. Donc ça me fait rigoler parce que ça fait penser à l'époque de, je crois que Harry Potter sort dans cette époque-là. Un peu plus tard, quand même. Un peu plus tard. Mais ouais, un petit peu. Voldemort, le mot qu'il faut pas prononcer. Mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. Clairement ça, quoi. J'avais jamais fait le rapprochement. Alors, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, mais c'est là que j'avais. Je suis pas du tout. C'est une belle rêve. Mais effectivement, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais ouais, c'est un peu. Tu peux comparer ça aussi aux films d'espionnage où t'as l'impression que tout le monde est sur écoute et tout, donc faut faire un petit peu gaffe. Mais bon, bref. Du coup, ouais, on se retrouve en Libye et on se retrouve avec une télé, avec TPS, la télévision par satellite. Et en fait, je me retrouve à regarder Télétoon, je crois, et puis AB Moteur, où là, j'ai mes premières vraies sensations, on va dire, télévisuelles avec les compétitions de sport auto américaines. Donc NASCAR, il y avait à l'époque, je crois qu'il y avait du kart, donc anciennement l'IndyCar. Il y avait le championnat d'IRL, parce qu'à l'époque, l'IndyCar était scindé en deux, avec un championnat plutôt routier et un championnat que sur ovale, donc l'Indy Racing League. Où là c'était les caisses, elles prenaient 3,50 sur ovale, c'était des malades mentaux. Donc j'avais un petit peu tout ça, et puis ouais, je tombe un petit peu amoureux du sport auto américain. Je suis beaucoup moins confronté au sport auto européen et la Formule 1. Je vois des Juan Pablo Montoya rouler en kart avant de faire la passerelle en F1, et là je me dis putain, mais je connais ce pilote et tout, ouais, il roulait là-dedans et pourquoi il est venu et tout. Donc ouais, c'est les premiers moments de sport auto à la télé où vraiment j'allais dire j'étais un peu plus conscient de la chose, mais ouais, j'ai passé des heures et des heures devant la télé au grand dames de mes parents, quoi. Puis surtout qu'à ce moment-là, je pense que c'est pareil pour toi, mais les parents, ils comprennent pas trop pourquoi tu regardes ce genre de choses plutôt que regarder des dessins animés de ton âge, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça.
Bon, ils voyaient que j'étais un peu sage devant la télé, devant les voitures qui roulaient, donc ils se sont dit bon bah ça a l'air de pas le déranger, il a pas l'air d'être turbulent ou quoi que ce soit. Après de temps en temps je rebasculais sur la PlayStation parce que faut pas déconner, j'allais la prendre pour jouer à Need for Speed. Ah, c'était lequel? C'était Need for Speed conduite en état de liberté. Enfin, là pareil, c'est les premières fois où je vois des voitures un peu stylées du style la Ferrari F50 qu'on pouvait jouer. Je crois il y avait la Porsche 911 993 de mémoire ou 996. 96, je pense plutôt. Ouais, 996. J'ai du mal avec la gamme Porsche. Je comprends pas tout. Je sais que Laurent Schmitt a essayé de l'expliquer. Il faut que je revoie la vidéo. Mais ouais, et puis il y avait la 550 Maranello, puis surtout il y avait la McLaren F1 et la CLK GTR. Et là je fais ah ouais, ok, là c'est fin des années 90, c'est aussi le moment où on a cette réglementation GT1 qui est absolument incroyable, où je tombe amoureux de la Toyota GT1, de la Mercedes CLR plutôt, parce que c'est une espèce d'évolution de la CLK GTR, de la Porsche 911 GT1, etc. Enfin, ces voitures qui sont absolument dingues, où en fait on a fait les voitures à l'envers, où justement la FIA avait dit les gars, il faut que pour faire cette catégorie GT1 vous fassiez 25 exemplaires, je crois, de mémoire. C'est ça, ouais. Et les mecs s'étaient dit bon, alors du coup on va pas faire 25 exemplaires de série pour faire des voitures de course, on va faire une voiture de course, on va lui foutre des clignotants, le chauffage à la limite, peut-être un autoradio histoire d'eux, et puis rouler jeunesse quoi. Et donc ça a donné des voitures qui sont absolument sublimes, moi je trouve. Je sais pas s'il y en a encore qui roulent aujourd'hui, mais en tout cas ouais, c'est... Vu la valeur qu'elles ont, ceux qui les roulent, ils sont solides. Ah bah ouais. Je sais pas si t'as déjà vu une CLK GTR, moi j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Je pense que ça choque. Ça, mais ouais, mais bien sûr, ça doit. J'avais vu une fois une 900 GT1 jaune pâle un peu bizarre. J'étais waouh, ça m'a défoncé l'œil et ça m'a éclaté la rétine. Et pareil, j'espère un jour peut-être voir une Toyota GT1 road car. Je sais comment on peut rouler ça quoi. Tu peux pas prendre un seul dodan si la voiture, si la route est pas super smooth, c'est mort quoi. Genre, ta caisse tu la déglingues. Et alors là, je pense que tu vas au service chez Toyota, ils doivent arriver en caisse, ils font, je crois que le pare-choc on va pas l'avoir. Donc ouais, premier gros moment là-dessus où je tombe plus amoureux pas forcément des 24 heures du Mans, mais de ces catégories de voitures de course où en fait pour moi la voiture de course c'est la transposition d'une voiture de série à une voiture de course, où grosso modo c'est un peu tuning entre guillemets quand t'es gamin, mais c'est je rajoute un aileron arrière et puis ça fait une voiture de course quoi. Mais tu sais, ça fait penser aussi à l'époque de Taxi 1, parce que finalement c'est ça l'image qu'on avait aussi, puisqu'on est un peu la même génération. Pour nous la 406 de Taxi c'était une voiture de course. Et exactement. En fait, bon, maintenant on sait la vérité, on se dit merde. Mais même les scènes de poursuite, c'est incroyable. Incroyable. Honnêtement, je pense que c'est aujourd'hui les scènes de poursuite dans Taxi 1, Taxi 2 aussi, je pense, sont les mieux filmées de ce qu'on a eu en termes de voitures, je pense, sur l'ensemble des films qu'on a eu. C'est super dynamique, c'est vraiment génial parce que moi je découvre Taxi 1 aussi dans ce même laps de temps à Tripoli et pareil je tombe à moi et en plus on avait une 406 blanche à Tripoli, donc j'étais genre depuis le siège arrière j'essayais de dire à mon père bon vas-y accélère comme dans Taxi et tout, mon père qui bah non. et ouais là c'est exactement ça, c'est ouais la voiture basique qu'on transforme en voiture de course. Je sais pas si c'est de là aussi que vient mon amour pour les voitures de course sans aucun sponsor. Je pense à la F2001 de Schumacher au moment du Grand Prix de Monza en 2001 du coup, qui fait suite aux attentats du 11 septembre et où en fait les Ferrari arboraient cette couleur rouge sans aucun sponsor et un nez noir. Je trouvais ça exceptionnel. Là, on a vu récemment d'ailleurs Alonso rouler la nouvelle, l'Aston Martin de cette année sans aucun sponsor pour des questions de droit, etc. Qui est toute verte avec juste une belle ligne jaune et tout. Et je trouve que c'est super pur. Mais ouais, Taxi, pareil, je sais pas si c'est aussi ce qui me met un petit peu sur le kiff, on va dire, d'avoir justement comment dire, le kiff de la vidéo, de voir, de pouvoir filmer plein de choses, etc. Mais ouais, ça remonte, mais je pourrais regarder Taxi, je pense que je le connais par cœur. Donc là, tu t'intéresses à l'auto, on va dire de manière, tu joues à l'automobile. Je joue à l'automobile, ouais. Tu regardes de l'automobile. Ouais. Tu commences à jouer peut-être un peu plus aux petites voitures. Je joue aux petites voitures. En fait, j'avais une boîte de Capla. Je pense comme beaucoup de gamins aussi.
Et en fait, on avait un jardin qui était majoritairement en sable, du coup, on n'avait pas de gazon. Et en fait, la largeur d'un cap plat était nickel pour faire des routes dans le jardin. Donc du coup, je prenais un petit peu d'eau, j'arrosais le jardin, histoire de pas avoir du sable trop sablé, un petit peu plus dur, quoi. Et du coup, je dessinais des routes, des circuits et tout, et je jouais aux petites voitures avec des potes. Donc c'était assez exceptionnel. Donc ouais, l'automobile, au final, dans ces années-là, j'y étais confronté par plein de choses. Le jeu vidéo qui d'une certaine manière m'a fait beaucoup aussi sur la culture, donc que ce soit Gran Turismo, que ce soit Need for Speed avec conduite en état de liberté, un petit peu plus tard Need for Speed Porsche 2000 qui pour moi reste l'un des meilleurs Need for Speed de cette génération là, parce que là je découvre ce que c'est une Porsche 356, je découvre ce que c'est une Targa, je découvre ce que c'est la 550 Speeder de James Dean de mémoire. Ouais. Donc je suis confronté à tout ça. Les petites voitures, j'en arrive à jouer aussi à un autre jeu Porsche. Je pense que j'ai un truc avec Porsche à un moment donné. Il va falloir que tu t'en achètes une. En fait, le premier vrai jeu de voiture avec une vraie marque, c'était Porsche Challenge, je crois, où en fait c'est un jeu où tu conduis que des Porsche Boxster. Première génération. Donc 986. 986, absolument. Et jeu somme toute arcade, qui va pas casser des briques, etc. Mais en fait, dans ce jeu-là, t'avais une vidéo avec un gars, avec le designer de chez Porsche qui avait fait cette voiture-là, et en fait, qui commence à dessiner les roues, la carrosserie, les lignes de la voiture, etc. Et en fait, moi, ça m'a, je sais pas, encore une fois, ça a dû me choquer quelque part. Et je me mets, pareil, à dessiner des voitures. J'en ai revu quelques-unes qui sont longues comme ça, les proportions sont pas bonnes, quoi. Les proportions. Tu aurais pas fait carrière, tu veux dire, dans le design? Je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement de talent inné pour ça, donc non, j'ai pas fait. Après, dessiner, ça s'apprend, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la bonne voie. Mais à un moment donné, ça aurait pu me tenter, je pense. Mais je suis peut-être pas assez créatif pour. J'ai peut-être trop encore de barrières mentales, on va dire, pour être libéré créativement et faire des belles lignes comme on voit aujourd'hui par des designers, où on rentre dans les bureaux où t'as une grosse table digitale, etc. Rien d'autre, très épuré, très minimaliste. Je suis pas sûr que je sois un peu là-dedans vu le bordel qu'il y a dans mon studio, donc ça va, on a vu carrément pire. C'est gentil, merci. Quand tu faisais les petits circuits là dans le sable chez toi, t'essayais de reproduire les circuits parce que tu commençais à les connaître, j'imagine, à travers les jeux. Ah, c'est une bonne question, ça. Je crois pas, parce qu'en fait, à l'époque, si j'avais F1 98 de mémoire, les seuls circuits que je connaissais un petit peu, c'était Hockenheim, parce que t'avais 3 chicanes et que de la ligne droite, quasiment. Et t'avais le circuit de Spa-Francorchamps, où pour moi, c'était un Uzi. Tu sais, c'était l'arme, parce que c'est un peu la forme que ça a. Donc ça m'avait toujours un peu resté, c'était un peu la forme d'un flingue, quoi, au final. Mais non, en fait, maintenant que tu me le dis, je crois que j'ai jamais pensé à refaire un circuit que je connaissais. Je connaissais pas spécialement les circuits américains, parce que les circuits américains sont vraiment, je trouve, très différents des circuits européens déjà dans leur conception, parce que ça reste très rudimentaire, j'allais dire, d'une certaine manière, encore aujourd'hui. Sauf les dernières créations comme le Kota, mais tout ce qui est Road America, tout ce qui est Road Atlanta, j'en oublie plein d'autres, mais il y en a un paquet, quoi, Watkins Glen, etc. En fait, c'est des circuits où chaque virage, il y a presque un décor différent d'une certaine manière. Quand je voyais les on-board et tout, j'avais beaucoup de mal à comment dire, mentalement, à savoir c'était quoi un tour complet du circuit. Puis, il y avait des moments où ils étaient des circuits sur les pistes d'aéroport, quoi. Donc là, tu fais par où ça commence, par où ça termine, où sont les stands, je comprends rien, quoi. Donc ouais, c'était assez non, je faisais pas de circuit comme ça. Mais et je me souviens très bien qu'à cette époque, il y avait déjà une caméra dans le casque d'un pilote. Ah ouais? Ouais. Je crois que c'était en kart, il me semble. Et justement, alors, la qualité était dégueulasse. Ça sautait dès qu'il y avait un pont, etc. Mais de mémoire, dans la fin des années 90, aux États-Unis, on avait une fois de temps en temps une caméra dans le casque du pilote. Ils avaient réussi déjà à cette époque à miniaturiser pour pas que ça gêne le pilote. En fait, je sais pas comment, mais je revois très bien cette cam. Justement, ça devait être sur un circuit en ville, ou c'était peut-être en Australie, parce qu'il y avait aussi un petit peu de sport australien, en tout cas, sport auto australien. Mais ouais, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, en kart, ils avaient pas les palettes au volant, du coup ils avaient le shifter sur le côté de
du cockpit. Et donc du coup bah tu vois il y a la direction qui était hyper dure machin, et puis les mecs ils étaient à une main, clac clac clac, et puis justement ouais t'avais la visière. Alors c'était pas aussi net qu'aujourd'hui, mais je me souviens de l'avoir vu au moins une ou deux fois, et je pense qu'après ils ont dû l'arrêter parce que peut-être que le casque était pas assez remplissait pas ses conditions de sécurité, etc. Et puis les ricains ils rigolent pas trop là-dedans, même si leur circuit à des moments tu te dis ouais les gars moyen quoi. Justement, tu parles de circuit en ville. Tu rentres en France, ouais. Et tu rentres comme un signe à Pau, qui je le dis pour nos auditeurs s'ils le savent pas, Pau c'est connu aussi au même titre que Monaco. Enfin, on va dire c'est le petit Monaco. Ouais, petit Monaco français quoi. Ouais, c'est ça. Parce que donc le circuit est en ville. Ouais, exactement. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on rentre à Pau et je sais pas du tout qu'il y a un Grand Prix de Pau. Et on me dit, bah il y a un Grand Prix chaque année. Je suis ah ouais, et tout. Ouais, dans la ville, etc. Je suis non mais c'est pas possible. Et arrive, je crois que c'est 2002, donc premier Grand Prix de Pau. Et là, ouais, il y a à l'époque, il y avait du GT, c'est quoi? C'était des GT3, je crois. Donc c'était des grosses voitures. Hein. Il y avait des 550, je sais plus comment on appelle ça, des 550 de compétition, quoi, des Ferrari 550, les Viper GTS, etc., qui tournaient à Pau. Si vous êtes déjà allé à Pau, vous savez très bien que c'est pas large, et que déjà j'ai fait ça en Twin Cup cette année. J'ai eu la chance de rouler à Pau cette année en Twin Cup. Twingo, c'est pas large, mais quand même tu te sens à l'étroit sur le circuit, et là les mecs ils roulaient avec ça, donc ouais, c'est la première fois en 2002 que je vois une vraie course automobile de mes propres yeux, quoi. Avant ça j'avais vu ça que à la télé, donc j'étais jamais allé sur un circuit, et arrive ce moment-là, je vois des 206 cc de compétition, donc la 206 cc Cup de mémoire. Je me suis toujours dit, c'est dommage, il manquait un aileron à l'époque sur l'arrière des 206 cc, mais je trouvais ça trop cool, ça faisait un pur bruit très chantant, quoi. Je vois la Formule Campus, je crois dans ces années-là, dans les années 2000, il y a Nicolas Prost qui passe. Donc ouais, c'est premières expériences avec le circuit et les voitures, et puis ouais, t'as le bruit, un peu les odeurs de pneus cramés, de freins, d'huile, etc. Et en fait, au tout début, c'est pas que ça me repousse, mais c'est pas à ce à quoi je m'attendais, parce que bah du coup quand tu regardes à la télé t'es dans ton confort à toi, mais t'es pas confronté à tout ce qui inclut en fait le sport auto, quoi. Quand les pneus ils sont un peu brûlés ou chauds, bah ça a une odeur, etc. Et en fait tout ça, bah ça m'a un peu pris au nez, en mode ça sent pas si bon que ça, quoi. Maintenant j'apprécie beaucoup plus. mais ouais, c'est les premières fois où j'ai ça, ouais. Donc au début c'est pas l'extase, c'est pas la claque que tu espérais, c'est la claque visuelle et auditive. Ouais, mais t'es un peu déçu des à côté. De l'olfactif, pardon, ouais, un petit peu plus. Mais après, ouais, je me dis c'est fou. Et puis les voitures passent vite sans être vite au final, parce que bah en fait c'est tes yeux qui font la caméra, donc du coup tu suis beaucoup mieux la voiture que si t'étais à regarder un écran avec une caméra qui va te donner peut-être un peu plus une impression de vitesse, et on peut jouer beaucoup avec ça. On en parlait tout à l'heure avec Taxi, où justement les décalages, comme on voit dans Taxi, la chorégraphie pardon de Taxi, elle est exceptionnelle. Bah là, quand c'est en vrai et que tu vois un décalage, c'est impressionnant, mais j'allais dire c'est moins impressionnant si c'est filmé d'une autre manière. Ça peut être un peu plus impressionnant, mais bon, ça en reste pas. Somme toute, tout est là. Tu fais ouais, quand même. Les mecs ils envoient, mais c'est vrai que visuellement c'est moins impressionnant que ce à quoi je m'attendais. Puis c'est des plus petites voitures globalement qui vont quand même moins vite que des IndyCar, des F1, etc. Donc bon ouais, c'est quand même ça reste une claque, mine de rien. Et à ce moment-là, tu partages ça avec qui? Parce que ton père, tu disais, il s'en fout un peu, j'imagine qu'il t'accompagne parce que voilà, t'es son fils. Ouais. Parce que, donc, il s'est installé à Pau parce que c'est un peu le second siège. C'est le second, ouais, exactement, ouais. C'est le second siège, social, pardon, de Total. Donc, on s'installe là-bas. Je savais pas combien de temps on allait rester là-bas, mais donc ouais, non, bah là, à ce moment-là, je partage ça pas avec grand monde, parce que ce soit en primaire ou même un peu plus tard au collège, il y a très peu, enfin le sport auto c'est très peu chez les jeunes, ou alors bah il y en a peut-être un ou deux, mais grand maximum. Je commence à regarder de plus en plus les grands prix le dimanche après-midi sur TF1 avec le jeu Top Position, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncey, Christophe Malbranck, etc. Je suis un peu dans ma bulle, un peu avec mes jeux vidéo sur les courses de voitures. Je fais un peu de karting avec des potes, donc du coup c'est aussi les premières fois où je roule en karting de loc, et où incroyable, j'adore ça. Enfin voilà, même les mecs au karting, on me faisait rouler dans un karting enfant, tu sais.
Puis les mecs ils me voyaient, on peut essayer de te mettre dans un, à l'époque ça devait être des 270 cm3 je crois, mais je touchais même pas les pédales en étant rabattu et avec un siège en mousse, donc c'était un peu compliqué. Et il me disait bon, tu vas pas trop vite, mais voilà. Et je commence à y aller doucement. Et je crois que à un moment donné, je crois que c'est la première fois que je roule comme ça. Et genre j'accélère et j'entends un clac. Et en fait j'accélère dans le vide et je crois il y a un truc à péter sur le karting. Enfin bon bref. Mais je reprends et les mecs ils me disent ah ouais ok tu sais rouler et tout. Et une fois on est allé au karting si quand même à Pau avec mon parrain, quelques cousins etc. Et en fait j'étais aussi rapide. Bon alors après j'étais plus léger forcément. Mais j'étais aussi rapide avec le kart enfant que le kart adulte avec des adultes dedans. J'arrivais à jouer à peu près les mêmes choses, quoi. Et là, ils se sont dit, ah ouais, quand même. Il y a peut-être un truc. Ils avaient un peu le seum, ouais. Mais bon, j'étais bah ouais. Mais bon, ouais, moi j'aimais ça. Donc, non, j'ai un petit peu seul pour le coup là-dessus. Et ça pour le coup, jusqu'à ce que je démarre YouTube. Je connaissais peut-être un ou deux gars qui étaient un peu passionnés comme moi de Formule 1, mais autrement, personne dans mon entourage proche n'était passionné ou comprenait ce que c'était que la Formule 1, les subtilités du sport auto en règle générale, de l'automobile même. Donc du coup, ouais, j'allais dire j'étais un peu seul, mais j'étais tout content parce que bon, il y avait des bagnoles quoi. C'est marrant parce que je pense que t'es assez rare comme profil par rapport, tu sais, à toutes les personnes que j'ai pu interviewer. Moi, je suis comme toi. C'est grâce à nos projets respectifs qu'on s'est fait un peu des potes, une espèce de famille automobile, tu vois. Ah mais totalement. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont liées au sport automobile, c'est globalement que grâce à YouTube et parce que je me suis lancé un jour en me disant bon bah j'ai une passion, il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, il y a de la place pour toutes les passions. Et bah vas-y, je vais me lancer puis on va voir. Peut-être que sur la route il y aura 2-3 belles rencontres. Il y en a eu beaucoup plus que 2-3. Mais et du coup bah ouais effectivement c'est le moment où ouais j'étais un petit peu seul mais où j'ai réussi à trouver mon paradis entre guillemets de rencontrer aujourd'hui je connais un peu Esteban Ocon. Enfin c'est des trucs mais qui sont fous et à chaque fois c'est je me dis toujours sur des fins d'année ou des moments un peu spéciaux et tout me dire regarde parle un petit peu à l'enfant qui a en toi qui a 6 ans et qui se doutait pas du tout de tout ce qui est arrivé et ouais, on a été pas mal quoi, on s'est bien démerdé. Moi j'ai tendance à dire, je sais pas si tu veux valider cette idée, mais qu'en fait on a fait un peu un coming out automobile dans le sens. Ouais, de ouf. Genre tu vois on vivait ça dans notre silence, exactement, dans notre petit coin, et peut-être parce que, enfin je sais pas toi, il y avait ce délire qu'effectivement ça intéresse pas grand monde. Moi il y avait aussi c'est con, mais toi de se dire que c'était un peu une image de beauf, et du coup je l'assumais pas. Un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc là avec le recul, c'est complètement con. Mais du coup, ouais, coming out, tu vois. Un petit peu parce que je pense que les gens même comprenaient pas forcément ce qu'il y avait d'exceptionnel sur la Formule 1 et arrive 2004 où je vis mon premier Grand Prix de Formule 1, donc je tâte mon père pour qu'on y aille à Manicourt du coup. Et bon bah mon père oui il met les boules de caisse, bon il se rend compte qu'il y a un truc quoi, mais bon ça je sais pas si ça le touche plus que ça. Moi j'étais comme un fou. Mais en fait effectivement c'est en 2004 quand je vois mon premier Grand Prix de Formule 1 que je me rends compte de l'exceptionnalité d'un Grand Prix de Formule 1 et ce pourquoi en fait il faut aller en voir un en vrai pour comprendre vraiment ce que c'est et pourquoi ouais bah à la télé on va suivre ça toute l'année parce que c'est exceptionnel. On a des machines à l'époque qui faisaient des bruits d'avion de chasse quand le traction control il se mettait en route. T'avais l'impression qu'il y avait un avion, un A320 qui était en train de décoller, ça faisait exactement le même bruit et après ça partait dans les aigus, ça te perçait les tympans, ça faisait bouger la tribune, ça faisait bouger les organes que t'avais à l'intérieur. Enfin il se passait un vrai truc, tu pouvais pas vivre ça autrement ailleurs quoi. Et donc il y a un petit peu de ça et je pense que même le fait d'être plongé dedans, il y a beaucoup de complexité, de subtilité dans le sport auto qui sont assez particulières. Il y a un vrai comment dire un vrai apprentissage, je dirais, à faire qui est pas facile et pour s'immerger dedans, c'est toujours un peu compliqué. Et à ce moment-là, quand donc t'as ce premier choc finalement avec la Formule 1, tu dirais que c'est justement ce premier Grand Prix où ton père t'amène et là tu prends la claque que tu devais prendre et là tu dis ok là il y a vraiment un truc. Ouais. L'odeur te gêne plus à ce moment-là? Non c'est ouais la claque elle est monumentale quoi, c'est le son surtout en fait de me rendre compte que les Formule 1 sont pas si grosses que ça surtout
et pour le bruit que ça fait. Dans ma tête, ça allait être en fait, dans ma tête, les voitures allaient être plus grosses et faire moins de bruit. Et ça a été exactement l'inverse. Je me suis dit, mais comment? Vraiment, tu voyais le casque du pilote, tu voyais que mais la voiture, elle est minuscule, quoi. Et si vous en voyez alors peut-être aujourd'hui avec la F1 de 2022 moins, mais les voitures les F1 des années 2000 sont rikiki, quoi. Et je me dis, putain, un V10, c'est pas si gros que ça. C'est pas des machines énormes, c'est tout petit. Et ça fait un boucan monstrueux. Et t'es là, et moi je me suis pris une giga claque. Alors on était dans la ligne droite des stands. C'est, je crois, à ce Grand Prix-là que Schumacher a fait sa stratégie à 4 arrêts, qui a fonctionné, où c'était un pari absolu. Ouais, tout le dimanche, ça a été incroyable. Et je sais pas si j'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner ou pas. Mais en fait, ça m'a profondément touché et c'est resté dans un coin de ma tête. Mais contrairement peut-être à Julien Febvre, pour qui lui il était en choc émotionnel absolu, je repars pas de là en me disant je veux travailler dans la F1, mais en tout cas je repars de là en mode je me suis pas gouré, quoi. C'est une passion et effectivement c'est ouf, quoi. Genre je peux être tout seul avec et ça me posera pas de problème. Ce sera mon ami, pas imaginaire mais télévisuel, qui m'accompagnera probablement toute ma vie, quoi. Mais Julien Febvre d'ailleurs, avec qui j'ai fait un épisode, je sais pas si c'est lui qui t'a raconté l'histoire justement de son Non, premier choc. c'est en écoutant l'épisode. C'est fou. C'était fou. Moi, et je comprends totalement le point de vue qu'il a, mais je l'ai pas vécu de la même manière, mais j'ai vécu un truc un petit peu similaire, choquant, la première fois que j'ai mis les pieds dans un paddock où je me suis dit putain, c'est ça le monde de la F1, putain, il se voit tous les 15 jours quand même. Et c'est ouf, et c'est des gens, j'allais dire somme toute normaux, qui travaillent et qui font un job mais qui est exceptionnel, quoi. Que peu importe à quel niveau t'es dans l'écurie, que tu sois ingénieur, pilote ou mécanicien, ou que tu t'occupes des hospitalités, mais tu rentres dans un monde, dans un pays littéralement qui est fou, quoi. Et t'es là, tu fais waouh, mais c'est exceptionnel en fait. Je crois que la première fois que t'as vu une course à Pau, ouais, ça correspondait avec la sortie Star Wars. ouais. Donc à ce moment-là, t'étais plus intéressé par la story Star Wars. Ouais. Mais si on remet en comparaison, si Star Wars était sorti au moment du premier GP que tu vois en 2004, est-ce que tu penses que ça aurait été pareil? Il y aurait eu un problème là. On aurait eu un souci? Il y aurait eu un problème. Ah, dans ma tête, il y aurait eu un gros problème, je pense. Alors en vrai, ouais, effectivement, en fait, ça coïncide typiquement. La sortie de Star Wars, l'attaque des clones en 2002 coïncide le même week-end, je crois, que le Grand Prix de Pau à cette époque. Et j'ai honte de le dire, mais je suis allé voir Star Wars 2 fois et demi pendant le week-end au cinéma. Parce que la troisième fois, on était le dimanche, fallait ressortir parce qu'on devait dîner avec, je crois, mon parrain qui était venu de Béziers. Mais ouais, fallait ressortir de là, donc j'avais pas vu le film en entier, mais je l'avais vu 3 fois on y était allé 3 fois de suite pendant le Grand Prix de Pau. Donc j'étais aussi allé au Grand Prix, mais à l'époque ça m'intéressait plus parce que j'avais des potes avec qui on passait nos récrés ensemble avec des bouts de bois pour faire genre qu'on avait des sabres laser et on s'amusait comme ça. Donc voilà, c'est l'autre grosse passion. Star Wars, c'est exceptionnel. Et en fait ça me fait marrer parce que à chaque fois je me dis putain, la course de Pod Racer dans l'épisode 1, le Pod Racer de Anakin fait un bruit de Formule 1. Elle est incroyable cette scène, j'ai regardé il y a pas longtemps. Ouais. J'adore cette scène. Cette scène et ce son, et t'es là, mais en fait c'est ça que les voitures devraient faire comme son aujourd'hui, merde. Donc ouais, il y a un petit peu de ça aussi. Donc ouais, effectivement, ouais, ça a coïncidé. Si ça avait coïncidé avec le Grand Prix de France, non, tu sais quoi, il y a pas d'hypothétique. C'est très bien comme ça c'est passé. Sinon il y aurait eu un vrai problème. Donc après le GP en 2004, donc t'as 12 ans. 12 ans, ouais. Là, ça y est, c'est décidé, t'es à fond dans la Formule 1. Ouais, je rate rien. Quasiment plus un seul Grand Prix de toute la saison. Je regarde tout. 2005 a été une saison un peu particulière parce qu'il y avait plus de changement de pneus, donc c'était un peu compliqué, un peu relou. La saison était, j'allais dire, exécrable en termes de spectacle et en termes de dépassement. Chaque fois qu'on pense 2005, on pense aux stratégies, alors peut-être pas aux stratégies, mais plutôt à Raikkonen qui arrive à sortir des performances exceptionnelles avec cette MP4 20 de mémoire, qui est, selon Juan Pablo Montoya, qui était son coéquipier à l'époque, une purge absolue en termes de pilotage, dessiné par Adrian Newey quand même.
Je trouve que ça reste l'une des plus belles Formule 1 de l'histoire. Alors je pense qu'il y a aussi un peu la nostalgie, mais avec la F2001 et celle-là, la MP420 de Raikkonen, ça reste pour moi les Formule 1 les plus pures, les plus jolies, parce que c'est suffisamment arrondi en termes de courbes, mais suffisamment carré entre guillemets en termes de ressenti, et ouais, c'est des caisses exceptionnelles. Mais Raikkonen, il fait presque un last to first au Japon, je crois, parce que je crois qu'il finit 2e ou 3e dans le dernier tour en partant dernier. Enfin, et au final, cette saison-là était pas ouf. 2006, il y a la bataille Schumacher-Alonso. 2007, les premiers pas de Lewis Hamilton. Donc là, pareil, incroyable. Tu avais vu à Pau, j'imagine. Que j'avais F3. vu à Pau, absolument. Et puis même à l'époque, alors ça devait être quoi, 2005, je dirais, 2004-2005, quand il était chez Signature, anciennement Art. Nouvellement Art Grand Prix, mais je suis pas sûr. Peut-être que j'ai une connerie. Les auditeurs se chargent de voilà. parce que moi j'ai pas envie de dire une connerie non plus. Vous me rectifierez. Mais effectivement, ouais, Hamilton il était passé en F3 à Pau, et je me souviens très bien que c'était cette voiture grise avec ce casque jaune qu'on voyait passer. Et déjà à l'époque, on savait. En fait, juste le fait de voir cette voiture comparée aux autres, où c'était beaucoup plus travaillé en termes de livret, de couleurs, etc. Il y en avait une, c'était gris, casque jaune, et là tu fais. Et ils étaient souvent devant, bizarrement. Et t'es là, tu fais, il doit y avoir un truc qui se passe avec ce gars. Et ouais, j'ai vu Lewis Hamilton à Pau en F3, donc. Si j'avais su à l'époque, j'aurais fait ah ouais, putain, incroyable. Mais ouais, déjà à l'époque, on sentait que visuellement, en fait, ça se voyait qu'il y avait un truc par rapport à tous les autres pilotes du plateau. Et ouais, forcément, on en entendait parler un petit peu dans les speakers, etc. Lewis Hamilton, ceci, cela, ouais, il est en train de prendre une avance incroyable et tout. De mémoire, je crois qu'il a gagné à Pau, mais ouais, effectivement, j'avais vu Hamilton à Pau. C'est fou. Complètement fou. Ce que je trouve fou aussi dans ton discours, c'est que même justement sur des saisons qui sont un peu moins ouf, on va dire sur Formule 1, parce que ça arrive. Ah oui, il y en a un paquet, souvent. Qu'on se le dise. C'est que tu arrives à te passionner même pour l'histoire des équipes, pour l'histoire du pilote. En fait, tu vas toujours trouver un intérêt, même si le grand public va se dire, ok, c'est une saison de merde concrètement. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais clairement, j'ai toujours trouvé quelque chose. Je sais pas comment ni pourquoi, mais je pense que la F1 m'a toujours donné cette espèce de curiosité où il y a toujours un truc qui va être intéressant. Alors pourtant, grosse révélation, mais il y a des grands prix où je m'endors devant, quoi. Aujourd'hui encore, enfin, il y a des moments où je suis putain. Je le concède aussi. Ouais, il y a peut-être des trucs qui se passent d'un point de vue stratégique, mais c'est dur, quoi. C'est dur. Le bruit des V6, il est un peu plus il est un peu plus somnifère qu'un V10 où c'est plus aigu, mais le V10 aigu dans les années 2000, il pouvait un petit peu t'endormir aussi, mais tu passais pas une bonne sieste derrière parce que tu te faisais un peu mal endormir. Mais ouais, en fait la F1 m'a probablement apporté ce côté très curieux, je pense, parce qu'en fait ça change toutes les années. Il y a toujours des petites améliorations à gauche à droite, des pilotes nouveaux qui arrivent, des pilotes anciens qui partent. Des changements de comment dire, j'allais dire de domination, mais de hiérarchie dans les équipes et tout. Et en fait, ouais, je pense que j'ai transposé cette curiosité un petit peu à tout. Et aujourd'hui, je suis curieux de vraiment tout. Et c'est pour ça, à chaque fois, on me demande, t'as un pilote préféré, c'est obligé, ou une écurie préférée et tout. Alors quand j'étais gamin, forcément un petit peu plus. Moi, dans les années 90, au final, j'avais 2 chouchous. Ce qui est un peu horrible à dire, c'était Schumacher et Hakkinen. J'aimais beaucoup Ferrari et j'aimais beaucoup Hakkinen, sans forcément être amoureux de McLaren, mais j'ai toujours beaucoup aimé ces 2 équipes dans ces années-là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas de préférence. Je vais avoir forcément un peu plus d'affection pour un Esteban Ocon, un Pierre Gasly ou un Charles Leclerc parce qu'ils sont français, francophones. Mais en fait, je peux pas avoir de chouchou, parce que toutes les histoires de chaque pilote et de chaque équipe m'intéressent autant les unes que les autres, parce qu'elles sont toutes différentes. Elles racontent toutes quelque chose de différent aussi. Et c'est pour ça que, typiquement, un Verstappen, il a un style un peu brut en termes de pilotage, en termes d'attaque. Il s'est un peu calmé cette année, même s'il y en a qui diront le contraire. Mais, et en fait, je trouve ça à la fois très intéressant. C'est pas ce que j'aime moi particulièrement, mais je trouve ça curieux, je trouve ça intéressant. Hamilton, pareil, sur la manière dont
dont il va peut-être piloter ou la manière dont il a un mindset pour pouvoir gagner. Charles Leclerc sur pareil, alors là c'est sur les attaques qui peut nous sortir, c'est un fou furieux. Ocon, Gasly parce que c'est des Français, qu'ils ont des histoires à la fois très communes et à la fois très différentes parce que mine de rien en termes de stats ils sont très très proches. Ils ont tous une victoire, ils ont fait des podiums, ils ont fait quasiment le même nombre de courses en F1 à peu près. Et en fait, ils ont des parcours qui sont totalement différents. Donc ouais, cette curiosité-là, elle me happe. Et j'arrive pas à avoir un chouchou en particulier. L'année prochaine, probablement Alpine avec Gasly Ocon, je pense qu'il y aura beaucoup de mal à avoir de l'objectivité, mais bon s'ils font de la merde, je pense qu'à un moment donné faudra le dire. Faudra le dire et puis je veux dire à un moment, les faits sont les faits quoi. Donc voilà, mais ouais, la curiosité la F1 m'a apporté probablement beaucoup de cette curiosité que j'aurais peut-être pas développé ailleurs, je pense. Tu parlais de Häkkinen et de Schumacher. Si je dis pas de bêtises, GP 2001. Il y a un dénouement qui est assez Barcelone 2001, ouais. Ah, et qui est assez lunaire finalement. Ah, ouais, toi tu le vis comment? Parce que c'est un déchirement. J'ai nervous breakdown. J'en ai fait une vidéo, mais nervous breakdown absolu parce que Grand Prix d'Espagne 2001, Schumacher part en tête, je crois, et Häkkinen se décale en stratégie. Il n'y a pas eu de dépassement quoi. Concrètement, la course est grosso modo une purge. La purge habituelle du dimanche où tu t'endors et on regarde le départ avec mon cousin. On va pas se le cacher, à l'époque et même je pense pour beaucoup de gens aussi encore aujourd'hui peut-être, il y avait un petit peu cette phrase de se dire on allume, on regarde le Grand Prix pour le départ pour voir s'il y a un carton un peu impressionnant, puis après on éteint quoi, parce qu'il y a plus rien d'impressionnant. Ça fait penser un peu au Tour de France. Tu t'allumes et tu regardes juste l'arrivée, tu vois un peu le départ, ça, exactement. Quelques paysages et puis tu tapes la sieste. C'est ça. Et la Formule 1 pour beaucoup, je pense que ça a été ça. Pas qu'il y a une volonté ou un certain voyeurisme de voir quelqu'un se faire mal, mais juste parce qu'un crash c'est toujours impressionnant quoi. C'est quelque chose qui arrive pas tous les jours, et même de base, moi en tout cas à cet âge-là, dans ma tête ils ont un casque, ils ont des combis, ils sont invincibles quoi. Enfin même s'ils se font s'il y a un gros carton, ils se desserrent les ceintures, ils sortent de la bagnole, tout va bien quoi. À cette époque, j'ai jamais été confronté justement au décès en sport automobile, bien que dans les sports américains, je crois que c'est 2001 que Dale Earnhardt Senior se tue à Daytona, il me semble c'est 2001, mais je suis pas sûr, mais ça m'a pas marqué, ou en tout cas peut-être que je l'ai pas vu. T'as vu aucun accident même à Pau qui ont pu justement te remettre dans la réalité du c'est un sport dangereux quoi. Ouais, non, jamais. En fait, tout gamin, les crashs sont impressionnants, mais c'est pas dangereux en fait. On peut pas se faire mal parce que on a de la sécurité qui sont casque, gants, combinaison, ceinture, gros cockpit et tout. Donc concrètement, tu peux pas te faire mal en fait. Et d'une certaine manière, c'est ça qui me fait dire que le sport auto est pas spécialement dangereux. Bon, la réalité va me rattraper un peu plus tard, mais ouais, effectivement, j'ai pas ce problème-là. Mais ouais, pour en revenir à 2001 et ce Grand Prix d'Espagne, on regarde le départ, il se passe rien de très impressionnant. Et puis, en fait, on éteint la télé avec mon cousin, on fait un Grand Prix à 50% sur F1 2000, je crois, tous les deux. Puis on rallume la télé pour voir un peu l'arrivée et tout. Donc, typiquement, j'ai pas regardé le Grand Prix, quoi. Et là, je vois que Häkkinen est passé en tête. Schumacher arrive pas à le rattraper et tout. Et d'un coup, dernier tour, la boîte, je crois que c'est la boîte ou problème hydraulique sur la voiture d'Hakkinen, ça prend feu dans la voiture, enfin derrière dans le moteur quoi. Et en fait, je fonds en larmes parce que Hakkinen est en train de perdre la course dans le dernier tour de manière hyper, comment on dit, injuste. Et Schumacher va dépasser Hakkinen, gagner aussi de manière quelque part un peu injuste, dans le sens où je voulais que Schumacher gagne, mais je voulais pas que Schumacher gagne sans se battre et je voulais pas que Häkkinen perde sans se battre. Et en fait, genre je fonds en larmes et je comprends pas parce que je suis heureux pour Schumacher, mais je suis hyper triste pour Häkkinen. Du coup, mon cousin me voit commencer à pleurer. Donc à cette époque, j'avais même pas 10 ans. Il va chercher ma mère qui arrive. Il fait, qu'est-ce qu'il lui prend au gamin là? Il est en train de pleurer. Et je dis Häkkinen, Schumacher. Et donc ok, pas compris, mais bon, il pleure sur un Grand Prix de Formule 1, il va s'en remettre quoi, c'est pas grave, il s'est pas fait mal, tout va bien quoi, donc c'est pas un souci.
Et effectivement, ouais, ça m'a traumatisé, je pense. Et du coup, aujourd'hui encore, je pense que c'est de là que ça vient. J'ai du mal avec les dominations, je les comprends, je les admire. Partir en pôle, lâcher des tours chrono de malade et puis faire le fameux hat-trick, donc pole position, meilleur tour et victoire. Je trouve ça, la carrière d'Hamilton et la domination de Mercedes et Hamilton ces dernières années est exceptionnelle parce que je comprends la manière, le mindset qu'il faut avoir, la dose de travail qu'il faut avoir pour être là-dedans parce que arriver au top, c'est difficile, y rester, c'est encore plus dur. Et j'ai vraiment compris ça pour le coup. Mais ouais, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de voir de la bataille, j'ai besoin d'avoir du spectacle et je déteste me faire voler du spectacle sur décision de la FIA, sur problèmes mécaniques et tout. Ça, c'est un truc qui aujourd'hui m'énerve profondément. Ouais, j'ai l'impression que tu as besoin que ça soit une belle bataille et que de toute façon, en fait, que tout le monde se soit battu à armes égales. C'est ça. Faut que ce soit un beau spectacle, faut que ce soit chevaleresque presque, tu vois. Faut que ce soit noble d'une certaine manière. Un petit peu comme dans les années, j'allais dire 50, 60, 70 même, où on se dit, on a la bataille Arnoux-Villeneuve à Dijon en 79. C'est une belle bataille, mais parce que c'est deux super potes qui se connaissent. Et on a tous eu un petit peu, peut-être une fois, peut-être qu'on a pu l'expérimenter avec quelqu'un de notre niveau en karting de loc. Et on s'est battu, on s'est tiré la bourre comme jamais. Et on ressort du karting avec une énorme banane. Et on rigole comme des idiots avec une bonne dose d'endorphine dans la tronche. Et on se dit, putain, on s'est marré quand même, on s'est tiré la bourre. Et en fait, moi, c'est ça que je recherche le plus dans le sport auto, que ce soit en tant que spectateur ou même en tant que, j'allais dire, pilote, entre guillemets, surtout en carte de loc avec des potes. Le but du jeu, c'est de se battre, pas de faire des tours chrono, quoi. Sinon, t'allumes ta play et tu fais un time trial. Et justement, en parlant de karting, je crois qu'il y a le père d'un de tes potes qui a voulu te financer une saison. C'est ça, ouais. J'ai le père d'un de mes potes. Alors, c'est plutôt c'est plutôt un ami de mes parents. Pareil, qui me voit faire du karting et lui aussi qui a une belle appétence pour l'automobile. Il en était à acheter une Porsche 911 directement au salon de l'auto. C'était assez rigolo. Pour la petite histoire, il achète une Porsche 911 Carrera 4S cabriolet et il fait un homme de goût. Un homme de goût. Et je lui dis, c'est dommage, t'as pas pris l'intérieur cuir beige, je crois. Il la voulait en noir et tout. Ah ouais, ok. Et puis il voulait des pneus Michelin dessus. Et à l'époque, je crois que Porsche faisait pas les pneus Michelin dessus. Enfin bref. Et donc du coup, il va à la négo et il fait, s'il y a pas de pneus Michelin, je m'en vais. Il fait, ah non, mais restez. Et en fait, grâce à lui, à ce salon de l'auto 2006, il achète sa Porsche et on se retrouve à faire le tour des autres stands. On se retrouve sur le stand Ferrari où il y avait, il me semble, il y avait la Enzo de mémoire. Enfin bref, on fait le tour des stands et tout et j'étais fou. Et puis il me fait tiens, monte dans la Ferrari et tout. Je fais non, la seule fois où je monterai dans une Ferrari, ce sera pour la conduire, pas pour être passager. De mémoire, je suis toujours pas monté dans une Ferrari, je crois, que ce soit en passager ou en conducteur. Mais c'est bien cette petite insolence quand t'es jeune comme ça. Ouais. Je me dis non, ça je veux le réserver pour plus tard. Et donc ouais, effectivement, on fait du karting à Beaucaire, je crois, pendant les vacances d'été. Et puis il me voit et tout, il me fait bon, si je t'achète un karting, est-ce que tu te lances et tout, etc. Mais je t'achète un karting, mais après tu te démerdes avec ton père et tout. Et dans ma tête, je me dis waouh, à cette époque, je sais pas, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Et je me dis waouh, opportunité de ouf quoi. Genre je peux peut-être vivre mon rêve de devenir pilote parce que à cette époque-là, on rêve tous de devenir pilote. C'est pas, il y en a très peu, je pense, qui rêvent de devenir peut-être Jean Todt ou Toto Wolff, voilà, pour être patron d'écurie quoi. Mais j'étais incroyable et tout. Et je réfléchis un petit peu et en fait, il m'a eu sur le mais derrière en fait tu te débrouilles, je te paye le kart, mais c'est toi qui dois tout faire quoi. Et je suis là et dans ma tête je me dis mais mon père moi je connais rien à la mécanique, bon ça s'apprend mais je connais rien à la mécanique, mon père connaît rien à la mécanique, connaît rien au sport automobile, je sais pas comment ça se passe dans les compétitions, il va y avoir toujours meilleur que moi. J'avais déjà fait ma première course de loc entre guillemets où j'étais arrivé deuxième, c'est un peu l'histoire de ma vie, arrivé deuxième pour de vrai. Une petite référence par rapport au GP Explorer par exemple, ou à Gran Turismo parce que là j'ai fait aussi deuxième. On a fait une course là en Pro-Am pour les finales de Gran Turismo. Pareil, je réussis pas à faire la pole pour 10 millième, donc
Voilà. T'es le meilleur deuxième. Je suis le meilleur deuxième. On en a parlé avec Dorian Boccolacci et lui aussi il est souvent deuxième, il m'a dit. Donc j'ai fait on fait un bon duo de losers, c'est top. Il est pilote en GT4 lui. Il est pilote en Porsche Cup. Porsche Cup, exact. Porsche Cup. Donc à chaque fois je lui dis j'ai pas compris, je suis arrivé deuxième. Mais ouais, effectivement, donc il me dit ça et ouais, j'ai cette réflexion de me dire mais mon père il connaît rien, on y connaît et j'ai pas du tout toutes les chances de mon côté et tout et je pense que j'ai pas cet instinct compétitif ou de compétiteur absolu de vouloir gagner, de vouloir être prêt à tout pour gagner. Je pense que aujourd'hui peut-être que ça a un petit peu changé mais j'en suis pas sûr, mais j'ai pas cet esprit de compétiteur. J'aime trop la belle bataille, j'aime trop m'amuser pour au lieu de vouloir absolument gagner à tout prix quoi. Par exemple, tu penses que c'est ce qui a fait la différence sur le GP Explorer, le fait que tu finisses deuxième? Je pense au fond alors en fait c'était un de mes objectifs de toute cette aventure là, c'était que à la course je me batte avec quelqu'un, peu importe pour quelle place, mais l'objectif c'était de me battre avec quelqu'un parce que partir en pole, partir tout seul, faire une Lewis Hamilton entre guillemets, meilleur tour et tout, et passer 25-30 minutes tout seul sur la piste, on l'a fait pendant tous les entraînements, donc c'est dommage quoi. Et puis faire la course, c'est faire la course avec quelqu'un d'autre sur la piste, tenter des dépassements, des attaques, jouer sur le positionnement en piste, etc. C'est ce que j'ai eu avec Sylvain. Ça s'est super bien passé, ça a été honnête, respectueux, un petit peu hard mais fair, tu vois, donc nickel. Mais peut-être que ça a joué, mais moi dans mon esprit c'était surtout cette case que je voulais cocher, c'était de faire la course. Derrière je finis sur le podium, il y a un podium avec les gens en bas qui sont comme des oufs. 37 000 personnes ouais, 40 000 avec les VIP en plus, donc là tu fais mais c'est dingue, les mecs du circuit du Mans ils avaient les larmes aux yeux le matin quand ils se sont vus le public commence à faire des holas à 8h, ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est fou, aux 24 heures du Mans on n'a pas ça et tout. Les gradins étaient gueudins, ils étaient zinzins, les gens ils étaient fous, ils encourageaient, et puis ils étaient pas spécialement connaisseurs, je pense. Il y en avait qui étaient connaisseurs forcément, mais pour beaucoup c'était des néophytes qui comprenaient assez facilement ce qui se passait, comprenaient les enjeux, il y avait un bon cast et tout, donc t'es là, il se passe un truc de malade. Donc ouais non, moi l'objectif c'était effectivement, je sais pas si ça vient de là, peut-être que une partie sous-jacente de moi me dit que je préfère faire une bataille que de gagner une course. C'est probablement vrai, ce qui me fait de moi le plus beau des deuxièmes, le plus beau des losers, quoi. Mais t'as quand même eu le trophée. J'ai quand même eu la pole position, ouais. Donc ça va. ça, je reconnais que la pole, ouais, ça c'est. En vrai, je me suis posé la question de savoir si j'allais avoir plus, si j'avais gagné la course, est-ce que j'aurais eu plus de sentiments, plus d'émotions avec la pole ou avec la victoire en course. J'ai pas j'ai pas ma réponse, mais la pole m'a mis une grosse claque dans la gueule, quoi. Genre j'ai mis 2 bonnes heures à m'en remettre, je pense, parce que la qualif se termine vers 11h30, je pense, un truc comme ça peut-être. Et pendant toute l'heure du déjeuner, j'étais en breakdown, quoi. Je me suis isolé, je me suis assis. J'arrivais plus à redescendre de l'émotion que ça procure, quoi, parce que je viens de faire une perf dans des conditions qui sont un peu particulières, mais ouais, c'était j'ai mis du temps émotionnellement à m'en remettre, et en fait quelque part d'une certaine manière ma journée était déjà terminée parce que j'avais accompli la pole, quoi, et en fait j'ai pas réussi à peut-être suffisamment me concentrer pour la course, où la course avait somme toute presque peu d'importance au final. Il te manquait du coup ce soupçon d'agressivité. Ouais, je pense. Mais parce que j'avais envie que ça se passe bien, et puis au final je me retrouve à faire une belle bataille, Sylvain fait une erreur, je fais une erreur, puis ça se termine bien. Et puis l'objectif aussi, je pense, c'est pour le public que ça se termine pas sur une controverse, que ça se termine pas sur un qui sort l'autre ou les deux qui sortent, qu'il y ait un soupçon en fait, que ça, ok, là les résultats ils sont ce qu'ils sont, mais on peut pas les remettre en question. Et donc c'est clair pour tout le monde, parce qu'au final quand on regarde la saison 2022 ou même les années précédentes, je prends 2021 à Abu Dhabi, on aura, quoi qu'il arrive, on sait que Hamilton et Verstappen méritent tous les deux le titre, mais on aura toujours voilà, des choses à redire sur la manière dont Verstappen a eu son titre, dont la manière dont Hamilton a perdu ce titre. Et en fait, ça, c'était aussi le plus important, d'éviter ce genre de situation et de montrer aux néophytes qui viennent sur place que, en fait, le sport auto, ça peut être une belle bataille. Il y aura un premier, il y aura un deuxième, et il y a des choses qu'on va pas remettre en question. Et ça, je pense que c'était aussi une des missions. Je sais pas si je me la suis fixée, je pense pas, mais j'avais envie que ça se termine bien, quoi qu'il arrive,
et que la fête soit pas gâchée par un soupçon quelconque. Parce que c'était pas que notre événement à Sylvain et moi, c'était quand même l'événement de Squeezie à la base. C'est un événement qui a engagé énormément d'argent, énormément d'efforts, de travail de la part de plein d'équipes, de personnes qui nous ont fait énormément confiance, parce que mettre 22 gus dans des F4, faut que les marques qui disent oui tout de suite soient pas trop frileuses. Tout s'est bien terminé, donc ouais, non, il y avait un petit peu de ça. Pour en revenir au karting. Mais attends, juste, la bataille était exceptionnelle. Je sais qu'on te l'a dit et redit, mais merci. J'en profite pour te le dire. C'était juste fou. Bah, faut être deux pour faire une bataille, comme faut être deux pour faire un accident. Donc, je pense qu'on a choisi tous les deux de pas faire d'accident et qu'on a choisi tous les deux de faire une belle bataille. Et je pense que c'est ça qui compte, ouais. Puis je te le disais, en plus, j'aurais eu la possibilité de venir et je l'ai pas fait. Et je l'ai regretté. Et bah voilà. Et bah voilà. Et ça m'apprendra. J'en viendrai l'année prochaine. Voilà, peut-être l'année prochaine. Ouais, pour revenir un petit peu au karting. Ouais. Donc, en fait, ce que je trouve fou dans ce que tu dis, c'est que t'as 14 ans et j'ai l'impression que t'as déjà la présence d'esprit, que tu vas embarquer ton père qui en a absolument rien à faire de l'automobile, plus ou moins, qui fait ça pour te faire plaisir. Il a ni chaud ni froid en fait. Je sais pas s'il en a rien à faire, mais en tout cas ça lui fait ni chaud ni froid. Ouais. Il le fait parce que ça te fait plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Et tu sais que tu vas l'embarquer dans un truc qui va te dépasser, le dépasser, ouais. Et au final ça va être un peu égoïste, c'est ça en gros. Bah complètement. En fait, le truc c'est que lui est pas au courant, il sait pas comment ça se passe. On se lance dans quelque chose où ça demande quand même des moyens. À l'époque, je sais pas combien ça vaut une session de karting et tout, mais on s'est un petit peu renseigné et tout, mais j'ai vite compris que c'est immense quoi. Et puis je suis qu'un gamin qui est au collège, donc je veux dire c'est prendre un énorme risque de se lancer dans une carrière et tout. En fait, la réflexion, elle est en fait, c'est un peu comme en Libye quand on se retrouve confronté à une culture différente où on arrive à on n'arrive pas à mettre des mots sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on ressent. Bah là, c'était un petit peu la même chose. J'arrivais pas à mettre des mots clairs sur ces concepts de sacrifice, de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas du tout, dans tout ça. Et je comprends assez vite et je me dis j'en parle à mon père quand même et tout. On va même faire un test au karting d'Espouay, je crois que ça s'appelle, en bordure de Pau. Où là, pareil, il se renseigne, etc. Enfin, on en parle un petit peu quand même, mais moi, de base, je lui en parle parce que je sais pas, mais je sens que l'idée, ça pue un peu la merde, quoi. Genre, concrètement, c'est un peu la galère. Et ouais, et en fait, j'ai un peu, je pense, cette présence d'esprit de me dire non, mais ça va mal se passer. Je le sens pas. Il y a un truc, il y a une intuition qui me dit. Il y a un truc où là on va se faire chier, moi déjà premièrement parce que je vais devoir me confronter à des gens qui seront toujours peut-être plus meilleurs que moi, donc j'ai pas cet esprit compétitif là. Je serai peut-être dernier, ça pourra m'arriver d'être dernier et tout. Mon père, il va se donner à donf, machin, etc. Ça va bousculer un emploi du temps entre aller en cours et tout. Enfin, il y a trop de changements dans ma vie, ça inclut beaucoup trop de choses pour se lancer là-dedans. Et ouais, j'ai un peu cette présence d'esprit en me disant et puis je suis déjà peut-être un petit peu vieux aussi d'une certaine manière, parce qu'à 13-14 ans t'arrives sur les fins d'année de karting pour commencer à te lancer en sport auto, et je vois que la carrière en F1 c'était à l'époque où on commençait à avoir des pilotes de plus en plus jeunes qui avaient la vingtaine, même pas. Je pense Lewis Hamilton je crois il devait avoir 21 ou 22 ans peut-être quand il est arrivé en F1. Donc j'étais en mode mais c'est pas possible quoi, genre je vais pas, il y avait aucune certitude de réussir, bien au contraire, il y avait presque une certitude d'échouer. Donc se lancer là-dedans, c'était presque de la pure folie, et aujourd'hui je regrette absolument pas, parce que j'ai eu l'occasion de rouler, mais je sais qu'aujourd'hui avec du recul ça m'aurait pas plu. Je pense être compétiteur, c'est pas un truc qui me... J'avais posé la question à Bruce Joigny justement, je lui ai dit mais t'es compétiteur ou t'es pilote avant tout? Et ça, c'est une question, je pense, qu'il faut garder en tête pour les pilotes de F1 ou les pilotes tout court. Je pense qu'il y en a qui sont pilotes avant tout parce qu'ils aiment le pilotage, et il y en a d'autres qui aiment la compétition et qui sont compétiteurs avant d'être pilotes. Et je pense que un Lewis Hamilton, un Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, etc., ils sont compétiteurs avant d'être pilotes. Leur truc, c'est ils aiment le pilotage, mais par-dessus tout, ils détestent perdre. Ils veulent exceller veulent exceller partout. Et en fait, sur un Shifumi avec Esteban Ocon, Lewis Hamilton, s'ils perdent,
ça va les énerver profondément. Alors que bon, bah, nous, on fait un Shifumi, MDR, on est déjà passé à Non, autre moi, chose. ça va m'énerver aussi. Ah, ça va te. Ah, toi, t'es compétiteur? À fond. Ah, merde! À fond. Ah, ok, on fera un Shifumi. Parce que moi, en fait, si je veux perdre, ça me dérange pas. Bon, non, ça me dérange pas. non, mais tu vois, typiquement, perdre, ça me dérange pas quand il y a eu un combat loyal, quand il y a eu un beau combat, encore une fois, quand il y a eu cette dimension de spectacle et de chevalerie. Il n'y a pas de vol, quoi. Quand il n'y a pas de vol, quand c'est noble et tout, ça me dérange pas. Mais ouais, tu vois, typiquement, j'ai pas cet esprit compétiteur. Par contre, ouais, j'ai cette appétence pour le pilotage. C'est pour ça que tu me dis, est-ce que tu préfères rouler en course en GT4 ou faire une séance d'essai? Je vais dire, bah, une séance d'essai en vrai. Parce que ouais, je vais kiffer aller essayer de chercher les limites de la voiture, etc. C'est peut-être pour ça que la pole, c'est quelque chose qui me touche plus, parce que t'es confronté à toi-même, t'es confronté aux limites de la voiture, à tes propres limites, j'allais dire, physiques et mentales, d'une certaine manière. Mais la course, c'est beau s'il y a un combat en piste. Après... C'est quand tu racontes ça, j'ai l'impression de te voir un peu comme un technicien, tu sais, qui va aller chercher la belle courbe, la belle performance. Ouais, c'est ça. Or que tu vois peut-être un profil plus compétiteur. Moi, je pense que j'en fais partie. C'est peu importe le moyen. Même si c'est pas beau, on s'en fout tant que ça passe. Tu sais, c'est un peu peu importe le flacon, tant qu'il y a l'ivresse. C'est ça. C'est un peu ce délire-là. Mais c'est vrai que c'est deux profils différents. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas trop Verstappen, c'est parce que tant que ça passe, c'est beau. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime un beau combat. Alors cette année, on en a eu plus, notamment entre Charles Leclerc et Verstappen, du coup. Mais j'aime un beau combat où ça dure sur plusieurs virages, où c'est réfléchi, machin, et pas où on vient de 15 km, comme c'était le cas au Brésil l'année dernière, où on fait les freins le plus tardif, mais parce que la réglementation faisait aussi que c'était une manière de piloter qui faisait gagner. Donc là où Lewis Hamilton pilote un petit peu plus à l'ancienne, par exemple, et où justement il est peut-être un peu encore sur cette notion un peu de noblesse, même s'il arrive à faire des petits coups un peu, j'allais dire bâtard d'une certaine manière, d'ouvrir un peu le volant pour emmener le gars à l'extérieur et lui dire bah non gros tu vas pas passer. Bon, ça termine en accrochage de temps en temps, mais il y a cette petite roublardise du champion du monde, et ça c'est normal. Mais ouais, pas compétiteur, je pense, dans l'âme au final. Si je dois gagner, il faut que je gagne avec la manière, sinon ça me fera chier. Ah, c'est noble, c'est beau. Mais du coup, je gagne pas. Parce que la manière fait pas toujours gagner. Si on reprend un peu ton parcours, là, on était un peu sur la période collège. Donc, tu vas au lycée, comme tout le monde. Ouais. À la fin de ton lycée, tu veux toujours être pilote ou c'est ton projet un peu évolué? Non, le projet, il a évolué, ouais. Je réfléchis plus à... Je regarde toujours la F1. Donc ça, c'est pas un souci. Mais plus en tant que passion, et en fait je développe de plus en plus une passion pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est montage, etc. Et en fait je veux devenir réalisateur de films. Là mes parents ils commencent à se dire putain, on a évité le pilote, maintenant il veut devenir réalisateur, merde. Comment on fait? En fait arrive la fin du lycée, je faisais déjà des vidéos avec des potes à cette époque-là. Et en fait ouais, je trouve une appétence là-dessus parce que je m'épanouis un peu plus créativement aussi là-dedans. C'est un peu le moment, on est 2011 à peu près, 2010, 2011. C'est un peu l'explosion des réseaux sociaux, avec Facebook à l'époque, Instagram ça commençait à peine je crois. Et en fait, on peut facilement uploader des vidéos, etc. YouTube, je regardais pas trop à l'époque. Et en fait, effectivement, je commence à me mettre là-dedans et je me dis, ouais, en fait, j'aime le film, j'aime l'image, j'aime le cadrage, j'aime avoir de belles images, etc. Et ouais, j'ai envie de faire ça. Et donc je dis à mes parents, ouais, arrive cette période où on décide de nos choix pour après le bac. Et en fait, mes parents me disent, donc je leur dis, ouais, je veux devenir réalisateur, je veux faire des études dans le cinéma et tout. Et ils me regardent, ils me disent, ok, pas de souci. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais interdit de rien, mais qui m'ont toujours appris la valeur des choses d'une certaine manière, qui m'ont toujours dit ok, pas de souci, mais est-ce que tu es conscient de ce dans quoi tu t'engages? De challenger, quoi. C'est ça. C'est quoi parce que si tu t'engages là-dedans, bah, tu vas être confronté à plein de choses. Faut que tu en sois conscient avant de faire le pas, quoi. Donc du coup, je fais on va aller voir ailleurs, voilà. Et donc effectivement, je réfléchis et je me dis ouais non, mais en fait si je fais des études de cinéma et que je fais réal et que ça me plaît pas, bah derrière je suis un peu dans la mouise parce que bah je pourrais pas faire autre chose, donc du coup ça va être un peu le bordel. Et
il faut que on va dire que j'ai un petit peu que j'assure un peu mes arrières. Donc, je fais une école de commerce, je passe des Très concours, classique. très classiques au final. Je passe des concours, machin et tout. Et je me dis, mais tu sais quoi, si le cinéma, ça t'intéresse toujours, tu pourras rentrer par une autre porte. Il n'y a pas que la réalisation. Bien sûr, ça t'intéresse, mais tu peux devenir producteur. Il y a plein de manières différentes de faire du cinéma, quoi. Donc ouais, voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu pars après, dans le cadre de tes études, à Los Angeles, je crois? Ouais, absolument. Alors, j'ai eu la chance de faire 2 semestres à l'étranger dans le cadre de mon école de commerce. Un d'abord à Copenhague en 2e année. Ville incroyable. Un style de vie. Je reviens là, alors il fait froid hein, parce que c'était en fin d'année. Il caille, mais tu fais du vélo tout le temps, c'est trop cool. Les Danois sont incroyablement heureux, sympathiques. Enfin, ça se passe trop bien. Et puis ouais, effectivement, je pars à Los Angeles en 4e année. Donc là, grosse émancipation parce que t'es à l'autre bout de la terre, quoi, littéralement. Et du coup, je me dis, en fait, on a eu la chance de pouvoir choisir tous les cours, entre guillemets, qu'on voulait choisir. On n'avait pas de spécificité de business, de marketing, etc. en école de commerce, comme on nous impose. Et je me dis, tu sais quoi, je vais prendre des cours que je peux pas faire en France. Donc, je prends un cours de TV production. Donc, je rentre dans le cours, il nous montre un studio. C'est un studio télé, quoi. Il y a des cams avec des énormes cams, une régie de fou que t'as, qui doit valoir 200 000 balles. Enfin, voilà. Et puis, on commence à bosser, à apprendre les rudimentaires de la production télé, etc., etc. On fait même en relation avec le département dramatique, donc ceux qui veulent devenir acteurs, qui font du théâtre, etc. Mais en fait, on arrive à faire 4 épisodes d'une série. Donc on déplace les caméras et en fait on avait un set de décors exactement comme une sitcom américaine et on filme ça et moi je fais genre quand j'ai vu ça en fait on était par passage parce que tout le monde devait faire un truc. Je me suis retrouvé à faire tous les créneaux en plus et le prof il comprenait pas, il me regardait, qu'est-ce que tu fais là et tout. On terminait à minuit et demi, mais qu'est-ce que tu fais là à minuit? Je fais ben moi ça m'intéresse et tout, je suis trop content, c'est trop ouf. Donc du coup, ouais, j'ai fait tous les trucs et tout. Ce qui est drôle avec les États-Unis, que ce soit à Los Angeles ou même dans d'autres villes, je pense à New York notamment, il y a cette espèce d'atmosphère où quand tu rentres sur ce territoire américain, t'as l'impression que tout est possible. T'as plus aucune barrière mentale qu'on peut peut-être avoir un peu en France, mais t'as l'impression que tout est possible, que en fait ça ne dépend que de toi. Il y a pas ton environnement, c'est toi qui va le maîtriser, enfin c'est toi qui va dicter ce qu'il va faire et c'est pas l'environnement qui va te dicter toi ce que tu dois faire. Et j'ai un peu cette espèce de feeling là, ce qui fait que je reviens en France en me disant putain aux États-Unis en fait c'est super simple. C'est simple de rentrer entre guillemets dans le milieu, j'allais dire d'Hollywood ou en tout cas du cinéma machin etc. Après derrière faut performer. Ça c'est une constante aux États-Unis aussi où bah si t'es pas bon tu dégages quoi. Donc il y a cette constante là mais tout est possible. Je rentre en France. T'es confiant comme jamais. Mais là, Spielberg, quoi. Le gars, c'est Martin Scorsese dans sa tête, producteur, machin, scénariste et tout. Enfin, bon, là, je reviens avec un bagage et tout. Donc, je me dis, bon, bah, je vais chercher un stage dans une boîte de prod et tout. Je trouve un stage dans une petite boîte de prod et je me rends compte que le système américain et le système français sont pas du tout faits pareil, fonctionnent pas du tout de la même manière. Où, en fait, aux États-Unis, la production, c'est grosso modo comme un groupement d'investisseurs, si tu préfères. Après, vous allez me corriger dans les commentaires si jamais je dis des bêtises, mais c'est un peu plus ce rôle-là d'aller chercher de l'argent pour pouvoir faire un film. Et derrière, on va aller chercher un studio, donc Warner, Paramount, etc., etc., qui eux ont des moyens de production. Mais en fait, la production elle-même, c'est le gars qui a un peu de pognon, entre guillemets, et qui va être un petit peu le chef d'orchestre pour pouvoir mettre sur pied un projet de film, etc. Et en fait, en France, généralement, les producteurs sont à la fois producteurs et ont aussi ce rôle de studio et ce moyen de production. Donc c'est un peu différent et donc je rentre là-dedans, je fais un stage dans une petite boîte de prod. Ça se passe pas trop mal, mais je me rends compte que c'est pas du tout la même chose, que l'ambiance est pas du tout la même parce qu'on n'est pas sur des gros blockbusters à l'américaine où on est vraiment sur du business pur, mais où on est sur quelque chose de beaucoup plus auteur, beaucoup plus écrit, beaucoup plus dans l'artistique que dans le business. Et du coup, je suis là et moi, dans mon esprit, c'était en mode comment allier le business et la créa parce que voilà. Et je me rends compte que ça me plaît pas. Donc je suis là, ok. Et en fait, pendant ce stage-là,
les gars de la boîte de prod me disent bah si tu veux ouvrir une chaîne YouTube, on peut te prêter des cams et tout machin. Et je me dis ah tiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans le même temps, j'avais choisi ma spécialité de 5e année d'école de commerce où c'était, je réfléchissais un peu, je voulais pas faire de la finance, c'était trop relou et tout. Je fais réseaux sociaux et marketing web en me disant ça va m'ouvrir des portes, réseaux sociaux, un petit peu de vidéo et tout, donc ça peut être stylé. Et je me dis, tu sais quoi, je vais ouvrir une chaîne YouTube et ça m'apportera une petite ligne en plus sur le CV en disant les gars, je sais faire mettre en ligne une vidéo YouTube, je comprends un peu les codes de ceci, de cela, donc je me dis bon bah j'ai un an pour me faire ça et pour avoir ça sur le CV et puis bah, je pourrais proposer ça à mes futurs employeurs peut-être. Donc je me mets là-dedans, donc je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je peux faire en termes de chaîne YouTube. Ça s'est joué à pas grand-chose entre Star Wars, pour le coup on y revient. Faire quelque chose avec un pote en mode on va visiter les quartiers de Paris et puis en fait on fait un peu un espèce de documentaire animalier pour essayer de prendre tous les stéréotypes, tous les clichés possibles de Paris pour rigoler, essayer de tourner ça un petit peu en dérision quoi. Mais mon pote était pas trop chaud, il avait autre chose à faire, il avait pas envie. Et je me dis bon bah je vais faire un truc sur la F1. J'y connais pas grand chose. Je sais pas comment on prend des vidéos si on a le droit, machin et tout, parce que la Formula One Management à l'époque mais bloquait mais tout de chez tout était verrouillé sur YouTube. Dès que t'avais la moindre image, ça se traquait. Et je me dis bah je vais acheter une PS4, je vais jouer à F1 2015, je vais enregistrer mes parties et je vais essayer de monter ça en mode je vais commenter comme Julien Febvre à l'époque et je vais mettre ça sur YouTube. Voilà, au moins je sais que je sais faire un peu de montage. Je remplissais un petit peu toutes les cases de pouvoir tourner quelque chose, etc. Enfin voilà. Donc je remplissais un peu tous ces moyens de production. Je me lance là-dedans. Parce qu'à ce moment-là, l'automobile est un peu moins présent dans ta vie, j'ai l'impression. Ouais. Genre peut-être que tu regardes Akram, choses comme ça. Ouais, parce que j'ai un pote qui me parle d'Akram et tout, donc ouais, je regarde une fois de temps en temps un peu Akram. À l'époque, c'était sur Snapchat ou sur Insta, tu vois. C'est l'époque où il avait les deux verrons, hein. Ouais. Ouais, Je crois, ou peut-être un petit peu après, mais quelque chose dans le genre. Donc bon, Akram, c'est Akram, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, l'automobile, ça restait plus une passion que je suivais toujours. Je regardais les grands prix de Formule 1, donc pas de souci là-dessus. Mais j'avais pas spécialement l'intention de bosser là-dedans. Je m'étais fait un petit peu une raison en mode bon bah ça restera toujours un peu la passion sans forcément bosser dedans et c'est très bien aussi comme ça, tu vois. Donc je m'étais dit bon bah je vais devenir social media manager. C'est un nouveau métier, un métier qui a de l'avenir dans plein d'entreprises. Donc je suis pas trop mal. C'est quelque chose que j'aime parce que j'allie un peu de créativité avec les médias sociaux, etc., la vidéo et tout. Et puis bah j'aurai toujours quelque chose à côté sur la F1, donc je vais pas être triste. Surtout que c'est l'époque où, si je dis pas de bêtises, on passe au V6. Absolument, 2014, ouais. Donc toi, grosse déception. T'as plus de bruit. Aïe. Faut pas qu'on en parle. Traumatisme. Ouais, un petit peu, ouais. En fait, on a beaucoup gueulé, les pilotes ont beaucoup gueulé aussi là-dessus. C'est le V6 hybride. En fait, on n'a pas forcément quelque chose contre l'hybridation en tant que telle, mais on perd ces 18 000 tours minutes qu'on avait sur les voitures, qui faisaient un bruit extraordinaire, qui a pas son pareil dans le monde, qui apporte cette exceptionnalité qu'est la F1. Et en fait, on le perd et on devient, on a des voitures qui au final sont comment dire. Beaucoup plus silencieuses, beaucoup moins violentes d'un point de vue sonorité, qui font pas un bruit spécialement kiffant, plus gros aspirateur quoi entre guillemets. Et puis ouais, il y a un petit, ouais c'est un peu dur quoi. Le sport prend une tournure un peu pas bizarre, mais où il y a plus cet engouement d'avant, puis on passe directement sur une grosse domination de Mercedes, de Hamilton et Rosberg. On a quand même un beau combat, une belle dramaturgie au final, qui est assez intéressante à voir. En fait, au moment où je prends la décision de me lancer, je suis avec ma copine à l'époque, on est dans un appartement, on doit donc payer un loyer, etc. Plus toutes les charges qu'on a de manger, etc. Donc je me dis bon, ça va être chaud, mais vas-y go, on va se donner et tout. Puis j'avais vraiment envie de faire ça. Et en fait malheureusement, j'ai un cousin qui approchait de la quarantaine, qui est diagnostiqué d'un cancer du pancréas, je crois.
Et en fait, c'est son 3e cancer. Il avait eu 2 cancers il y a 15 ans, je crois. Cancer de l'estomac, on lui a retiré l'estomac. Cancer de l'œsophage, on lui a retiré une partie de l'œsophage. Et après, c'était bon. Généralement, il avait eu des cancers très très lents. Et en fait, ça a servi aussi pour la recherche médicale de voir l'évolution d'un cancer très très lent par rapport à des cancers qui étaient foudroyants, quoi. Et là, cancer du pancréas, et malheureusement, en 1 mois et demi, boum, il part. Et en fait, on a la chance de récupérer l'appart dans lequel il vivait, parce qu'en fait, c'est un appart qui appartient à ma grand-mère. Donc, on réfléchit quand même, on se dit, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on va réussir à en faire notre appart? Parce qu'il y a aussi quand même un attachement émotionnel, etc. Donc, il faut le refaire un peu à notre image, s'y sentir bien. En vrai, on savait que si au premier sentiment en rentrant dans l'appart, si on se sentait pas bien dedans, c'est sûr qu'on n'allait pas le prendre. Mais en fait, au contraire, on s'est super bien senti dedans et tout, et on récupère l'appart. Donc, au moment où je me lance, je redeviens indépendant, je récupère un appart où j'ai que des charges à payer, j'ai pas de loyer, donc ça enlève une énorme pression financière là-dessus. Ça m'empêche pas qu'il faut quand même bosser, parce que il faut quand même apporter la contribution au foyer, quoi, d'une certaine manière. Mais ouais, du coup, c'est à ce moment-là où je me lance à plein temps dans YouTube, avec cet événement malheureux qui se transforme en événement, j'allais dire heureux, mais non, mais qui se transforme en grande opportunité, et de se dire, putain, c'est beau, quoi, genre. Aujourd'hui, encore, je vis dans cet appart, tu vois, je suis très bien, et j'ai énormément de chance à Paris d'avoir un appart où je paye juste des charges, et pas un loyer qui est mirobolant. Donc, je suis tout à fait conscient de ça, de me dire que j'ai énormément de chance par rapport à plein d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Ouais. Fin 2018, je craque. En fait, je sors une vidéo par jour, je crois, quasiment 6 vidéos par semaine, un truc dans le genre. Les vues stagnent, voire commencent à baisser un peu. Et en fait, alors, on travaille pas forcément à la vue, mais je prends moins de plaisir à faire les vidéos. Je vois que ça, en plus de ça, les vidéos fonctionnent un peu moins en moins. Il y a un ras-le-bol créatif. À peu près tous les ans, j'ai une dépression créative, quoi. Puis il y a une vraie corrélation. C'est ça qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que je pense que la plupart des créateurs de contenu, quand ils s'éclatent, ça marche. Quand ils s'éclatent pas. Ah ouais. Ça peut se sentir, je pense, mais ça marche jamais. Si on prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait, ça fonctionne pas. Mais ouais, donc du coup, je suis putain, mais qu'est-ce qui se passe? L'horreur, j'ai presque envie d'arrêter au final. Et, grosse crise mentale, créative, tout ce que tu veux. Et donc du coup, je me remets un peu en question et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, tu sais quoi, je vais changer la formule, je vais arrêter de faire une vidéo par jour, parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est travailler à la stat, quoi, entre guillemets. C'est de se dire, faut que tous les jours il y ait des vues qui tombent, machin et tout. Et en fait, tu deviens fou, quoi. Et je me dis, allez, on va se faire un peu violence, on va faire que 3 vidéos par semaine, ce qui est déjà énorme en vrai, d'une certaine manière. Mais 3 vidéos plus travaillées que 6 un peu bâclées, quoi. 3 vidéos travaillées. Et je me dis, tu sais quoi, fais des vidéos plus courtes, fais des scripts, films, parce que t'as fait un vlog au Grand Prix de France en 2018 et tout, quoi. Donc vas-y, filme, fais des choses sur des explications de Formule 1, voilà, parle de ta passion, en fait, tout simplement, quoi. Je me mets à faire ça, à écrire des vidéos, à faire des vidéos et tout. Et j'avais pas fait gaffe. Pour de vrai, j'avais pas fait gaffe, mais Netflix sort Drive to Survive mars 2019, je crois. Donc 3 mois après que j'ai eu cette réflexion en me disant bon, qu'est-ce que je fais, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ça. Et j'avais pas du tout dans mes plans, je m'étais pas du tout dit il y a Drive to Survive qui vient, vas-y, let's go, on va essayer de surfer sur la vague. Vraiment, mais absolument pas, quoi. Genre j'ai appris ça presque de dernière minute, d'une certaine manière. Je savais même pas on savait pas ce que ça allait donner et tout. Carton absolu de Drive to Survive. Et du coup, comme les gens se réintéressent à la Formule 1, premier truc qu'ils vont faire, c'est de chercher de l'info, chercher de la vidéo, des trucs pour comprendre un peu plus la F1. Et comme à cette époque, je sais pas, avoir 30 000 abonnés peut-être sur YouTube, je suis la référence numéro 1. Je sors quelques vidéos et en fait, boum, la chaîne, elle prend une envolée stratosphérique. Donc oui, moi, ma carrière a décollé grâce à Netflix au final. T'es au bon endroit au bon moment. Je suis bon endroit, bon moment, exactement comme un pilote de Formule 1 quand il signe chez Ferrari, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est
c'est ce moment-là où je change, je bascule de métier d'une certaine manière parce que j'arrête. Alors j'arrête pas totalement le jeu vidéo, j'en fais toujours, mais je découvre une nouvelle facette du métier que je fais avec de l'écriture, de la recherche, du montage, de montrer un sport que j'ai pas le droit de montrer, enfin d'expliquer un sport que j'ai pas le droit de montrer, donc pas le droit de mettre de vidéo ou quoi, en tout cas des grands prix. Et donc je progresse petit à petit là-dedans. Je commence l'aventure Les Pistonnés, où c'est un plateau où on fait des émissions, on donne, c'est un peu, j'allais dire le RMC de la F1 d'une certaine manière sur le web, quoi. Donc pareil, je rencontre Manu, Brice et Hamza, ça devient des super potes, on s'entend trop bien. Encore aujourd'hui c'est le cas, mais bon depuis j'ai choisi d'arrêter un peu l'émission, mais ouais, du coup c'est les premiers instants en fait où ça conditionne un peu tout ce que je fais aujourd'hui d'une certaine manière, et ouais c'est ouf quoi, le chemin parcouru est assez exceptionnel, ouais. Surtout que parallèlement, ce qui est fou, c'est que tu te rapproches des personnes que tu admires. Je pense à Ocon, par exemple, avec qui maintenant vous êtes. Enfin, vous avez des vraies relations. Est-ce qu'on est potes? C'est une vraie question. Je sais pas si vous êtes potes, mais en tout cas, vous voyez. Enfin, ouais, je l'ai vu beaucoup de fois, beaucoup trop de fois cette année. Il m'a fait, je l'ai croisé là à Monaco ce week-end pour les GT World Series, pour la finale. Et puis il me fait putain, mais toi t'es partout, c'est pas possible. Et c'est vrai, on s'est croisé beaucoup trop de fois, j'allais dire, avec Esteban. Par rapport à Alpine aussi, forcément. Par rapport à Alpine, donc ouais, on s'est vu plein de fois. C'est trop, c'est un gars qui est en or, vraiment. J'ai pas les mots. C'est un gars qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, qui rigole, il est joyeux. Alors, je pense qu'il est très très compétitif, mais ouais, il se prend pas la tête, il kiffe. Il y a des trucs qu'il va peut-être pas kiffer, j'en sais rien, mais ouais, il est content, il regarde beaucoup tout ce qui est YouTube, et c'est quelqu'un de presque très très normal au final. Et en fait, j'ai même du mal à me rendre compte que c'est un pilote de Formule 1, quoi. Où je me dis putain, mais le gars le week-end il monte dans des caisses, il fait des trucs de ouf, quoi. C'est un athlète de très très haut niveau. Et en fait, le gars est giga normal, quoi. Donc super bon délire et tout. Et gros coup de cœur parce que je l'avais rencontré en 2020, je crois. C'était avant le Covid. À la présentation de la Renault RS20, du coup. Et on y va avec Emmanuel Moine. J'étais encore au pistonné. On se dit bon, on va filmer et tout. Et puis moment des interviews, après la présentation, Ricardo, Ocon sont tous alpagués par toutes les télés, donc incroyable. Puis à un moment donné, Esteban il se retrouve un peu seul tout au milieu de nulle part, parce que les télés avaient fini. Manu me regarde, il me fait on y va. Je fais ok, hop, j'appuie sur Rec direct. Et puis Manu va voir, il fait Esteban, est-ce qu'on pourrait te poser quelques questions et tout? Ouais, bien sûr, pas de problème et tout. Et puis il me regarde derrière la caméra, il me dit salut, tu vas bien et tout. Et là, j'étais en train de filmer, de tenir le pied de caméra comme ça. Je fais ouais, super, et toi? Et là, intérieurement, c'était décomposition totale en mode what the fuck, genre d'où il me connaît, genre c'est pas possible. Et du coup, ouais, on fait l'interview, machin, un truc assez basique. Et puis je lui dis, c'était au moment où il ressortait de chez Force India avec Pérez. Ils s'entendaient pas bien. Enfin, voilà, ils étaient assez rivaux. Et je lui dis, ouais, du coup, maintenant tu manges mexicain au petit-déj, genre de choses. Enfin, un petit peu la bonne vanne. Et Stéphane, dès qu'il est avec des gens d'internet, le média training s'en va un peu. Il comprend, ouais, il s'adapte au code. Il s'adapte super au code, il est super content, souriant, à faire des vannes. Enfin, il est pas là à répondre à ce que le press officer lui dit de répondre, quoi. Donc, du coup, c'est trop cool, tu peux grave délirer avec lui et tout. Et donc, ouais, il va pas prendre mal certaines choses. Typiquement, là, Gran Turismo, on a fait une course entre pro et amateur. Il finit deuxième, malgré le fait qu'il est parti par premier, parce qu'il faut bien un peu l'avantager. Mais donc il fait deuxième, on se voit après la course. Moi je finis loin derrière parce que je fais des conneries comme d'habitude. Et puis il me fait bah alors je t'ai pas vu et tout. Je fais ah bah bien joué mec, t'as fait ton premier podium cette année, bravo. Et là il me regarde, il me dit ah t'es un bâtard. Donc du coup voilà, mais il m'a fait ouais c'est vrai et tout. Mais non mais ouais il est super sympa. Je connais pas d'autres pilotes de Formule 1 pour le moment. Oui ça va évoluer. Peut-être que ça va évoluer, on sait pas. Mais ouais, et je pense que toute la génération d'Esteban, que ce soit Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lando Norris, etc., sont tous un peu dans ce mood-là de pas se prendre la tête. Ils savent qu'ils font quelque chose d'exceptionnel.
Ils connaissent beaucoup la valeur des choses. Ils se prennent pas pour des gars qui pètent plus haut que leur cul et tout. Ils sont bien conscients de ce qu'ils font. Et ils sont adorables, quoi. Enfin, en tout cas, Esteban, gros coup de cœur. C'est ouais. En fait, j'ai du mal à le considérer en tant que pilote de Formule 1, quoi. J'ai l'impression que c'est pas la même. Désacralisé le truc. Ouais, de ouf. J'aurais beaucoup plus de mal avec, de mal. J'aurais beaucoup plus impressionné par des pilotes que j'ai regardés quand j'étais enfant, typiquement un Michael Schumacher ou un Fernando Alonso aujourd'hui, tu vois. Mais des pilotes qui sont du coup plus jeunes que moi, où là tu prends un coup de vieux dans la tête. C'est moins violent en fait. C'est incroyable, c'est trop cool. Dans ton parcours, on a parlé de Drive to Survive, ça a clairement été un gros boom. Il y a aussi le confinement, parce que le confinement, tu te retrouves à bosser comme un malade. Ouais. Pas de barrière entre ton bureau, parce que ton bureau, c'est chez toi. Ouais. Le simu est derrière le canapé, le bureau est dans la cuisine, et je stream depuis ma cuisine, donc tout le monde, plein de gens savent comment est ma cuisine sur Internet aujourd'hui. Mais ouais, gros confinement, les courses en ligne, machin, la F1 a continué de se démocratiser, donc au final, ce qui aurait pu être un énorme frein parce que il y avait pas de compétition en 2020, enfin en tout cas en début 2020, on a une saison à 17 grands prix à partir de juillet jusqu'à décembre, donc le calendrier était fou furieux. La F1 et le sport auto a réussi à tirer son épingle du jeu de ouf en faisant pendant le confinement énormément de streams, etc. Charles Leclerc qui stream avec Gotaga, Dwagby, etc. Pierre Gasly pareil. Et t'es là et tu fais les gars ils sont à fond dedans, ils sont là pour rire. Enfin, ça a beaucoup rapproché finalement les fans de ces pilotes là qui sont a fortiori inaccessibles parce que ils rentrent dans un paddock qui est un lieu de travail où personne à part si t'es VIP peut rentrer, à part si tu les vois sur leur fameux camion pour faire la parade des pilotes, voilà. La fan zone une fois de temps en temps pour signer 2-3 trucs, mais t'as pas cette proximité là. Et là ils sont en live, ils répondent au chat, ils rigolent, ils font plein de choses différentes, ils font des choses de tout à fait normales. On parlait d'Esteban où c'est un gars normal, oui, il mange comme tout le monde, il boit comme tout le monde de l'eau, c'est un être humain normal. Et en fait ça désacralise beaucoup ça aussi, et je pense que ça a beaucoup rapproché les fans de leurs pilotes. Et je pense que ça a été super intéressant ce confinement de ce point de vue là. Mais c'est vrai que du coup on a beaucoup bossé, quoi. Et c'est à ce moment-là quand aussi que Squeezie, je crois, se rapproche de Gasly, de Ocon, commence à s'intéresser à la Formule 1. C'est ça. Peut-être que le projet de GP Explorer naît à ce moment-là même. Ouais, complètement. En fait, alors je sais plus comment il l'a raconté dans son documentaire sur YouTube, Squeezie. Je vais le regarder en plus. Et je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise si je. Mais si il me semble, c'est au moment où Drive to Survive sort, il s'intéresse au truc, confinement, machin, et en fait, il commence à regarder la F1, donc oui, je pense qu'il a pas peur de le dire que c'est un fan de Netflix, tu vois, mais comme on dit, mais il apprend, il commence à regarder, il se rend compte du truc de ouf que ça peut être, que voilà, ça l'intéresse de ouf. Et effectivement, il a un pote qui est agent chez Bump, qui est fan de F1 et qui lui dit, en fait, il dit, je crois dans sa vidéo Squeezie que si on faisait une course entre tous les youtubeurs en Formule 1 ou des petites formules, machin et tout. Puis c'est une idée, il range ça au placard et puis un jour, il y a son pote qui vient le voir et qui fait viens, on le fait, quoi. Et donc, fin 2020, moi, je me fais appeler par ce gars-là, par Aurélien. Donc, Bump, c'est l'agence de Squeezie. L'agence de Squeezie qu'il a créée en partant de chez Webedia. Il m'appelle, il me dit voilà, j'aimerais bien te rencontrer et tout. Ok, why not? J'ai un projet dont je pourrais te parler et tout. Je suis ok, donc j'y vais, machin et tout. Donc on me dit, Lucas, il a envie de faire un Grand Prix avec 20 ou 22 youtubeurs, streamers de Formule 1 ou Formule 4. Je regarde, je fais what the fuck, mais ok, trop cool l'idée, tu vois. Et dans ma tête, instantanément, je vois tout l'écosystème sport auto, les personnes qui sont à la tête de ça, qui sont généralement plutôt des cinquantenaires, soixantenaires, qui ont absolument pas besoin d'avoir ça parce que sport auto, il y a déjà de l'argent. Qu'on le filme, alors c'est un peu horrible à dire, mais il y a plein de compétitions qu'on filme qui sont pas vues par grand monde, mais en fait, qu'on les filme ou pas, presque ça changerait pas grand chose. C'est horrible à dire, mais typiquement la F4 France, malheureusement, aujourd'hui, ça reste des toutes petites formules de promotion dans un pays
C'est pas l'aura de la F1, et la F1 a une aura mais qui est stratosphérique par rapport au reste du sport auto mondial même. Donc diffuser la F4 France, ça va intéresser quelques personnes, mais ça va être vraiment une niche de chez niche de chez niche. Donc bon, bref. Mais ouais, et du coup, dans ma tête, instantanément, je me dis, pas. Tous les problèmes qu'il va rencontrer, les mecs qu'il va rencontrer, qui vont le voir arriver avec ses gros sabots en mode, les gars, j'ai une idée révolutionnaire, machin et tout. Et les mecs qui vont regarder, mais t'es qui, toi? Mais allez, rentre chez toi, j'ai pas besoin de toi. Laisse-nous entre adultes et tout, tu vois. Et dans le même temps, donc, je me vois faire toute la liste des problèmes auxquels il va se percuter et tout. Et je me dis, waouh, ouais, c'est chaud. Et en même temps, je vois dans son regard le gars, et je me dis, merde, putain, il va aller au bout, ce con. Il est déter. Le gars est tellement déter que le gars va faire bouger les lignes, et je le connais depuis 10 minutes, quoi. Et je me dis, merde, putain, on est dans la merde, parce que je vais prendre part à ce truc-là, c'est d'une manière ou d'une autre, parce que bah, il m'a dit, ouais, on aimerait bien que tu sois de la partie, tu vois. Je me dis, putain, je vais vraiment me retrouver dans cette caisse, quoi. Il va se passer un truc. Et bon, le projet se lance, machin et tout. Donc c'est pour ça que tu rejoins l'agence Bump. Il n'y aurait pas eu ce projet, peut-être que ça aurait pas. Alors, peut-être pas allé aussi vite. Je rejoins pas l'agence Bump pour ça, de mémoire. Plus parce que bah, ils se rendent compte que la F1 effectivement commence à avoir une belle vitrine, que ça fonctionne bien, que le sport auto en France, bah, mine de rien, on est quand même une nation de sport auto avec bah, le mot Grand Prix, ça vient de France, quoi. Le premier Grand Prix a été organisé à Pau en 1901 de mémoire, le Grand Prix automobile. Donc ouais, on est une grande nation du sport auto, on a l'une des épreuves les plus prestigieuses au monde avec les 24 heures du Mans. Donc ouais, on a quelque chose dans l'ADN, même si bon, c'est une histoire de je t'aime moi non plus entre la France et le sport auto. Donc il y a des trucs à faire, je fais des bons chiffres et il me dit ouais, moi j'ai envie de te voir te développer, faire des trucs de fou, machin, c'est quoi tes rêves et tout. Et moi dans ma tête je suis mes rêves, j'en sais rien frère, faire ce que je fais c'est déjà pas mal, donc voilà. Donc ouais, le projet se lance, de temps en temps il m'appelle pour demander mon avis sur 2-3 choses et tout, mais bon voilà, le projet se fait sans moi globalement, voilà, il n'y a pas besoin de moi pour faire ça. Et donc du coup on arrive fin mars, je crois, 2022. Putain, on monte dans les caisses. On voit des stands, il fait froid, un peu de bruit, dégueu, on a les pneus pluie. Tout le monde était en train de se chier dessus en se disant merde, demain on va tous caler. L'embrayage il est dur comme jamais sur les F4 et tout. Squeezie est devant moi, enfin Squeezie part en premier, moi je suis derrière. Et on se dit bon en vrai ça va aller, tu vois, bon, tout le monde va caler, nickel. Squeezie part, il cale pas. Donc du coup là instant je me suis dit putain il met une pression à tout le monde, donc moi je dois pas caler, en plus je suis le gars qui parle de Formule 1 et tout, donc tout le monde va, ce qui est horrible c'est que tout le monde fait le raccourci en se disant vu qu'il parle de sport auto, vu qu'il parle de Formule 1, bah pour lui finger in the nose, c'est parti quoi. Genre, il va pas caler, il va pas faire d'erreur, machin truc. Puis t'étais le mec peut-être qui avait le plus d'expérience de pilotage aussi. Pas Avec forcément, Sylvain, non, peut-être. je pense que Sylvain avait probablement plus roulé sur circuit que moi, je dirais. Vous étiez les deux seuls. Mais on était les deux seuls à avoir une appétence en tout cas pour pilotage voiture quoi. Peut-être puis, le Bouzeux aussi qui le Bouzeux avait aussi pas mal roulé, exactement, ouais. En vrai moi de base en termes de pilotage j'ai pas roulé grand chose malheureusement. Mais ouais, avant fin mars 2022, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais eu la chance de rouler une Nismo GTR à Spa, de faire un tour là-bas, mais bon, j'ai fait un tour quoi. J'ai pas, et puis j'y suis allé mollo quoi. Mais j'ai fait une F3 à Dreux qui était un peu éclatée, un peu de rallycross, je sais aussi à Dreux pour une initiation, mais un peu de karting de log. J'ai jamais fait de karting de compète de mémoire, ou si j'avais peut-être testé celui de Romain Monti. Mais globalement, mon expérience de pilotage, c'est que du simulateur. Et le simulateur et la réalité, ça a quand même pas grand-chose à voir, quoi. On va travailler certaines choses au simulateur, notamment sur tout ce qui est commande, apprendre à bien faire des dégressifs, etc. Tu vois, le volant, placer les inputs et tout, enfin, nickel. Mais globalement, le boulot du simulateur va te donner une certaine... va te faire bosser... des muscles de mémoire quoi entre guillemets quoi, mais en fait le roulage en réel je trouve est totalement différent par rapport à un simu. Le simu je trouve aujourd'hui avec du recul est très limité dans l'apprentissage ou dans la progression je trouve de ton propre pilotage je dirais. Donc ouais non
Mais comme je suis celui sport auto, bah tout le monde s'attend à ce que je sois au top tout de suite, je pense. Mais j'étais pas le seul effectivement à avoir déjà roulé. Mais ouais, pour moi c'était un peu une grande première aussi, quoi. Mais t'as quand même 22 Gugus, dont certains qui ont clairement rien à voir avec l'automobile, qui se retrouvent sur piste à rouler dans une F4, et vous avez roulé comme ça pendant des mois et des mois de préparation. Alors, c'est des mois et des mois de préparation, mais en fait, c'est 5 vraies séances d'entraînement, journées d'entraînement, roulage. Donc, au final, ça fait pas tant que ça. Et surtout, en fait, alors, au tout début, je me dis, bon, bah, ça va faire un petit peu comme dans les écoles de pilotage, tu sais, les smartbox et tout. Ils vont nous mettre un safety car, pas le droit de se doubler pendant la première séance, tout le monde prend la mesure de la piste, de la voiture, machin. Non, pas du tout. Pas du tout. Feu vert, vous roulez. Genre, zéro limite, pas de safety car, pas de voiture poisson, quoi. Donc, bon, ça a pas loupé. Lucas, deuxième tour, chemin au bœuf, gravier, quoi. Genre, moi, j'arrive, j'étais derrière lui, et puis il me fait wouh! Comme ça, je fais ah, ok. Sacrée ambiance. Mais c'est bien, tu vois, ça dédramatise aussi un petit peu la chose, mais. Ouais, il nous lance dans le grand bain et je vois aussi, on est dans les voitures qui moteur allumé, la première voiture qui part et je vois les gens qui bossaient sur le projet depuis 1 an et demi fondre en larmes parce que bah putain ils y sont arrivés, quoi. On a les 11 premiers qui roulent sur la piste, quoi. C'est fou, c'est une dinguerie qui est en train de se passer et ouais, bon, ils avaient pas fini de verser des larmes du coup, mais mais ouais, il se passe ça et c'est exceptionnel, quoi. Et après, toi, t'as dû aller chercher les sponsors, etc. Ou c'est Bump qui a... C'est tout l'orga qui s'en est occupé, ouais. Toute l'orga qui s'en est occupé. Donc, on nous a dit, ouais, ça vous va, Oscaro, machin, truc. Ouais, bah, grave. Ils te proposaient, et toi, tu disais oui ou non. Oui, voilà. Ouais, si on avait vraiment un impératif. Mais grosso modo, moi, je dis, bah, non, les gars, tant qu'on a une belle voiture, tout va bien. Donc, on a eu la plus belle voiture. Certains diront non, mais je suis désolé. De manière totalement objective, c'était la plus belle. Mais ouais, non, effectivement, non. On a eu, sur l'expérience, ce qui est fou, c'est que on a eu à sortir 0 € de notre poche. On a vécu l'expérience d'un Grand Prix, vraiment pas forcément juste d'une course, mais d'un vrai Grand Prix. Tour de parade, machin, la pole, la mise en grille, etc. Le podium, les médias, enfin vraiment c'était un Grand Prix comme on en a 24 maintenant sur l'ensemble de l'année pour la F1. C'était une expérience de pilote de Grand Prix, quoi. Donc c'était complètement barge, quoi. J'ai mis beaucoup de temps à redescendre de tout ça, quoi. Est-ce que tu dirais que ça a été la plus belle expérience que tu as eue depuis ton lancement sur YouTube? Ouais. De loin? Ah, de très très loin, ouais. Même devant la F1? Devant la F1 que tu as pu conduire après? Donc t'as conduit une, si je veux dire, la E20, ouais, c'est la Lotus de 2012, ouais, absolument. Ça, qui était bon, badgé Alpine, ouais, très joli d'ailleurs. Bon, certains puristes la préférant en noir et or, mais je crois que j'en fais partie. je comprends. Mais ouais, en fait, c'est deux choses différentes. C'est deux expériences qui se complètent. Parce que j'ai fait le GP Explorer le samedi, le mercredi suivant, j'étais dans la F1. Donc là, j'étais là. Moi, c'est-à-dire que pendant un mois, là, depuis octobre, début octobre, pendant au moins un mois, j'étais en stratosphère haute. J'étais à côté de l'ISS, là. Émotionnellement, j'étais paumé. Vraiment, le choc émotionnel a été d'une telle puissance que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. J'ai continué après. Bon, bah, fallait bosser, donc j'ai continué à faire les vidéos, les Fast 5 et tout, et machin, à enchaîner. Mais je n'ai pas réussi mon cerveau n'a pas du tout réussi à comprendre que j'avais fait un GP Explorer, que toutes les vidéos qu'on voit avec la course, machin et tout, c'était moi à l'intérieur. Que la F1, c'est pareil, quand on voit la voiture passer, les on-board et tout, c'est moi à l'intérieur. C'était très schizophrénique d'une certaine manière, en mode, c'est pas moi qui ai fait tout ça, quoi. J'arrivais pas à comprendre tout ça. J'ai mis au moins un mois à vraiment... redescendre et le deuil entre guillemets ou en tout cas la redescente s'est faite sur à force de re-regarder les tours on-board GP Explorer de la F1 et tout et de revivre les émotions du moment et de se dire ouais j'étais bien là-dedans, c'était bien moi qui ai fait ça, mais sur l'instant en fait tu te prends une telle claque dans la gueule, que ce soit le podium du GP Explorer, la pole position là, quand t'es dans la voiture, mais instantanément là, bam, les larmes tombent dans le casque au moment où je vois que je suis premier. Je crie comme un malade, je me suis pété les cordes vocales, je pense, à ce moment-là. Une fois que j'ai fini de gueuler et qu'il y a cette espèce de toute cette énergie qui ressort du corps,
que tu as besoin d'extérioriser, que tu as beaucoup de mal puisque tu es dans un baquet, que tu es serré comme jamais dans une espèce de baignoire en carbone. Donc tu peux pas. Bam, les larmes. Donc je voyais plus où j'allais, donc c'était un peu la merde. Donc j'allais doucement. Donc ça, le tour en F1 de se rendre compte que en fait t'es à 270, il y avait trop d'air qui rentrait dans le casque parce que t'allais presque trop vite et que ça me m'asséchait les cheveux et les yeux pardon, et que j'avais les yeux écarquillés, je me souviens de ça, et que j'étais sans voix, j'avais la bouche ouverte, j'étais comme ça et je me prenais tout le vent dans la tronche. À 270 t'arrives à Signe, tu te chies dessus parce que tu dis putain mais la vitesse à laquelle ça te pop à la gueule, c'est fou. En fait, tous ces feelings-là, le moment où je sors des stands avec la F1 et où je me dis putain, mais je suis en train de rouler la voiture de Kimi Räikkönen, ça y est, c'est en train de se faire. Je suis en train d'être dans une F1, quoi. C'est le rêve de gamin et là, d'un coup, bon, le V8 reprend le dessus, donc du coup, t'es concentré. En fait, sur le moment, bah, t'es concentré, que ce soit GP Explorer, F1, tu as envie de rouler. En fait, t'es concentré par le job, quoi. Y a pas autre chose. Et du coup, ouais, c'est émotionnellement, c'est une claquaxe dans la gueule qui est la plus violente de ma vie, quoi. C'est ouais. Ça aurait pu te servir d'excuse par rapport à ce qui t'est arrivé sur le GP Silverstone. Mhm. T'es invité par Alpine. Ouais. Et je crois que donc tu pars très tôt le matin Oh oula. pour aller du coup Yes. au Royaume-Uni. Exact. Levé 4 heures, punaise. En fait, ils m'ont régalé Alpine là-dessus. En fait, je me retrouve à devoir faire Enstone, à aller à l'usine d'Enstone, donc l'usine d'Alpine F1 en Angleterre le matin. L'après-midi, circuit Silverstone. J'avais même un hot lap Pirelli avec dans une Alpine. Plus découverte de 3 trucs, plus tout le week-end derrière dans le box Alpine, à être avec l'équipe, machin, etc. Enfin, ils m'ont régalé. Je me lève tôt le matin et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, vous voulez pas me prendre un Eurostar ça va plus vite, c'est mieux, machin et tout. Non, en fait, le truc, c'est qu'on peut pas venir te récupérer dans le centre de Londres, c'est le bordel et tout, donc on est obligé de te prendre un avion. Donc Charles de Gaulle, boum, Heathrow, enfin l'horreur, le truc, bilan carbone, l'horreur, ça va pas quoi. Mais bon, ok, fine. Je me lève tôt, je me dis, je regarde la météo, je suis putain, ouais, il va un peu cailler, on est sur un circuit en Grande-Bretagne, il va faire gris, c'est pas ouf. Je prends un espèce de petit bomber, voilà, je prends tac dans la penderie, c'est un bomber AlphaTauri. Je me dis, bon, c'est pas grave, je suis pas gaffe. Je monte dans machin. Et j'arrive à Enstone et je croise donc James, qui est le press officer de l'écurie, et Victoria, qui est pareil, responsable chez Alpine sous le DIRCOM, il me semble, de mémoire. Enfin, elle fait plein de trucs, elle est adorable d'ailleurs. Elle me voit arriver et puis elle voit la veste, il y a marqué AlphaTauri sur le côté et tout. Et là, il commence à tirer un peu la gueule et je me dis, oh, putain, merde. Et donc voilà et tout, et puis gentiment elle me fait, ouais, tu veux pas laisser ta veste et tout, tu t'inquiètes, on reste dans l'usine, donc t'auras chaud et tout. Je fais ok, ouais, pas de souci. Très naïvement, moi je suis premier degré, donc c'est à dire que tu me fais gober à peu près tout, quoi, genre concrètement je fais ouais, pas de souci et tout. Donc je pose la veste et tout, et dans la tête je me dis, mais c'est vrai que ça le fait pas trop quoi. Débarque Laurent Rossi dans son Alpine, tac, il sort, il passe devant nous, bonjour et tout, et puis Victoria elle fait bon, ça va. Donc voilà, on fait la visite de l'usine, trop cool. Je peux même rentrer dans le tunnel aéro, dans la soufflerie d'Alpine. Il y avait même une voiture qui était là et tout. Early 2023, comme ils disent. J'ai pas réussi à savoir s'il y avait des trucs un peu nouveaux, tu vois. Bon, bref. On fait toute la visite de l'usine, machin. L'après-midi, je vais au circuit. Je rencontre Esteban. Je vais lui dire bonjour et tout avec mon paquet de chips score, un gros dégueu avec ma veste AlphaTauri. Donc j'étais dans le paddock, dans le motorhome Alpine avec une veste AlphaTauri. À la vue de tout le monde, hein. Et moi dans ma tête ça clique pas quoi. Et au bout d'un moment je me dis, je dis à Victoria, bon ouais c'est vrai, si jamais vous avez un merch genre un truc Alpine, enfin ou autre, je m'en fous, mais bon il caillait un peu quoi, mais voilà. Et ouais et je leur ai dit, même vous me déposez dans la fan zone, je vais acheter la grosse Parka AlphaTauri, la grosse Parka Alpine et tout, tu vois. Mais en fait, ils vendaient pas, je crois. Enfin bref, c'était un peu l'horreur, donc j'avais rien. Et je vais voir Esteban et tout. Bonjour, ouais, tu vas bien et tout. On commence à discuter et tout, machin. Il me fait, c'est quoi cette merde là que t'as sur le dos et tout. Je fais, ouais, bah... non, mais ça va, Esté et tout. Je fais, ouais, mais j'ai une Bell & Ross et tout, marque d'Alpine. Ouais, mais c'est pas une Bell & Ross Alpine. Je fais, oh putain, merde. Vraiment, il m'aime pas, quoi.
Donc ouais, voilà. Depuis, c'est un peu le running gag que je fais en disant promis. Je mettrai du AlphaTauri quand je viendrai vous voir à l'usine ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu le running gag, mais c'était pas très délicat de ma part. Mais j'ai pas fait exprès. Putain, il y a plein d'anecdotes comme ça. C'est horrible. Comment tu vois un petit peu l'évolution? Ce que tous mes potes me disent, c'est mais mec, t'as fait un GP Explorer, t'as roulé en F1, t'as été sur les Grands Prix, t'as fait l'usine, j'ai fait Viry-Châtillon, j'ai fait Enstone, j'ai fait un Grand Prix dans le box alpine et tout. Enfin, what's next, quoi. Et bon, alors ouais, il y a des projets. Ça paraît surprenant, mais ouais, il y a des projets qui sont pas forcément du roulage. Il y en a un ou deux sur du roulage, peut-être. Je pense que j'ai dit à Esteban, peut-être faire la 521 comme Julien Febvreau, quoi. À un moment, faire rouler une F1 moderne ou rerouler la Lotus E20 mais débridée, quoi, parce qu'on plafonnait à 12 000 tours minute, je crois, ou un truc comme ça. Ce qui est vraiment ridicule. Ça n'avance C'est pas. ridicule. Ça n'avance pas. Non, mais par contre, c'est vrai que ça perçait pas les tympans comme je m'en souvenais, donc et j'ai fait c'est pour ça. Et c'est bloqué à 2,70. Et d'ailleurs, Esteban m'a dit, d'ailleurs, je sais où tu peux débloquer le truc sur le volant. Et je fais, bah vas-y, dis-moi, c'est aéro, il est sur 4, faut le mettre sur 1. Je fais, ok. Bon, alors, je lui ai dit, bon, par contre, les mecs au stand, ils vont voir que je débloque le truc, ils vont vouloir me faire rentrer tout de suite. Enfin, ça va être l'horreur, quoi. Ils vont me dire dans l'oreillette, ouais, on a un problème avec la voiture, faut que tu rentres tout de suite. Non, la voiture, elle est nickel. Regarde, je suis en train de tracer. Donc ouais, il y a ça. Donc bon, je sais pas. J'aimerais bien faire ça. Évidemment, une F1 moderne, ce serait exceptionnel. Je suis un peu jaloux de Julien, mais bon, ça c'est normal. C'est un énorme privilège pour lui et je pense qu'il le mérite largement. Je pense que personne peut dire le contraire. Et justement, pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part continuer à apprendre, que ce soit être inconfortable, être en dépression. Et on dit ça dans des canapés, on est super bien. Ouais, de ouf. Je sais pas, professionnellement, personnellement, c'est sûrement lié d'ailleurs. Mais... C'est une bonne question, ça. Non. J'ai déjà beaucoup de choses en vrai. Je suis très heureux dans tout ce que je fais. J'ai des gens formidables qui m'entourent. J'ai un métier formidable qui est pas facile de temps en temps, mais globalement, j'aime me lever tôt le matin vers 6h, 6h30 pour aller bosser. Donc, j'aime faire mes journées. Honnêtement, même pas forcément de la réussite ou quoi, mais juste, de continuer à avoir cette niaque et cette espèce d'énergie pour faire de belles choses, d'avoir toujours plus d'idées, toujours peut-être toujours un peu plus créa, je sais pas, d'apprécier, peut-être de prendre le temps d'apprécier, parce que c'est peut-être aussi le reproche qu'on me fait de temps en temps où typiquement après la F1 je suis allé voir, j'ai fait une soirée avec des potes, ça paraît con mais je leur ai dit non mais c'était cool et tout. Ils me regardent, ils me font mais ça devait être exceptionnel, t'as le droit de le dire que c'était incroyable, t'as le droit de te la péter et tout. Et en fait je pense que vous vous rendez pas compte, mais je n'arrive pas à me rendre compte de ce que j'ai vécu. Donc prendre le temps d'apprécier les choses, mais c'est très difficile quand la vie va à 400 km/h comme ça là. Faudrait que je demande des conseils à Squeezie, à Lucas, parce que lui il vit des trucs de fou quasiment tous les jours, je pense. Et depuis des années. Et je pense qu'il arrive à bien se rendre compte de ça, et c'est peut-être la pierre qui me manque un petit peu là en ce moment là-dessus, quoi. Et puis sinon écoute, être globalement heureux dans la vie, quoi. Continuer à faire sourire les gens, continuer à faire apprendre les gens, à essayer de les faire réfléchir, et puis à kiffer tout simplement ce qui se passe, en espérant de faire en sorte que, je sais que je suis un peu long sur la fin, mais que les gens soient comment dire, un peu moins à cran sur les réseaux sociaux, peut-être. Bon, c'est pas à moi qu'il faut le souhaiter, mais je pense qu'on peut pas finir sur des meilleurs mots que ça. Merci Pierrot, c'était ouf. Merci mon cher Yann, c'était incroyable. J'ai même pas regardé combien de temps on grosse a fait. Grosse thérapie là, beaucoup trop longtemps. Mais ça on a fait que 2h48. Putain la vache, même pas les 3h. Il y a un peu de déception là. C'est incroyable. tu sais qu'on a perdu toutes les caméras. Ouais, oui. Toutes les caméras. Là, je suis en train de regarder, mais en fait, on est à l'iPhone depuis tout à l'heure. Ouais, il y a plus rien. Je suis désolé. Il y a plus rien, plus de batterie. Merde. Non, mais c'était trop bien et encore merci pour ce temps. Merci Yann. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.